je ne sais pas si le micro marche. Oui, ça a l'air. Bon, bien, bonjour à tous. Bienvenue pour cette 6e édition des GEM Digital Day. Je laisserai Sylvie, la maîtresse des lieux, vous accueillir en ce lieu. Donc, GEM-DD cette année, une thématique, le Figital. Ça se déroule dans le cadre du festival Transfo. Festival Transfo dans lequel Grenoble École de Management est pas mal impliqué, puisque après le GEM Digital Day, à 18h, et au bâtiment qui est près de la gare, se déroulera un retour du CES avec Mineralogique, le retour du CES de Las Vegas par nos étudiants. Après aussi, la suite de la soirée, ça sera au Totem, c'est-à-dire au hub de French Tech, c'est vers le Pâté Chavant. Il y aura une FakeCon. Et tout de suite, on va commencer ce GEM Digital Day. Je vais passer la parole à Vincent Mange-Matin, qui est le directeur de la relation entreprise et de la recherche à Grenoble École de Management. Bonjour à tous. Merci Renaud. Moi, comme je ne suis pas très digital, j'ai une petite feuille de pompe. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est mes remerciements aux artisans de cette journée, Renaud et Jean-Philippe Solvay, et l'ensemble des équipes qui les ont accompagnés dans la réalisation de ce jour. Le deuxième remerciement, les deuxièmes remerciements vont directement à l'ensemble des partenaires du Digital Day, notamment Orange et la chaire Digital Talent. Après les remerciements, je voudrais juste dire 2 mots sur à la fois la mission de GEM et pourquoi c'est vraiment très intéressant pour nous d'être présents sur le digital et que ça se passe dans les locaux de GEMIC. La mission de Grenoble École de Management, c'est d'accompagner les entreprises dans leur développement, dans l'ensemble des dimensions de leur développement, dans l'ensemble de leurs activités. Et on a sur le digital un média fantastique pour le développement, un média fantastique qui nous pose des questions, notamment aux chercheurs, mais à l'ensemble des chefs d'entreprise, qui posent des questions qui sont absolument fondamentales parce qu'on est dans une révolution où on change complètement de business model. Alors on a bien entendu les business models iconiques avec Facebook, les GAFA, etc. Mais on change complètement de business model et de régime économique. On était dans une économie qui était gérée ou qui était sous un régime des rendements décroissants. Et grâce au digital, ou peut-être à cause, parce que ça complexifie quand même beaucoup les choses, on passe à une économie des rendements croissants. Plus vous avez d'abonnés, plus vous avez de suiveurs, plus vous avez de contacts, plus vos produits, vos services, votre entreprise a de visibilité, plus vous générez éventuellement du chiffre d'affaires et au moins de l'attractivité pour l'ensemble des acteurs, que ce soit d'autres entreprises ou des consommateurs directs. Donc on est dans un marché en fait où nous ce qu'on appelle ce sont des marchés double face où on doit à la fois servir des clients et être utilisé par le plus d'utilisateurs possible. On prend toujours l'exemple de Google où c'est gratuit, l'accès à Google est gratuit, Google se finance très largement par l'accès qu'il permet aux entreprises, à vous, l'ensemble des utilisateurs, pour simplement trouver l'entreprise qui va financer Google. Donc on est sur quelque chose qui est tout à fait, qui est très fortement transformatif, et il me semble que là, on a à la fois un enjeu en termes d'enseignement, un enjeu en termes d'accompagnement de la croissance des entreprises et un enjeu aussi d'accompagnement des entreprises. Et GEM est particulièrement bien placé puisque
GEM peut se placer relativement facilement en tiers de confiance, puisqu'il GEM est présent sur l'ensemble des segments qui sont importants pour développer le digital, c'est-à-dire une présence auprès des publics étudiants, qu'ils soient en formation initiale ou en formation continue, des présences auprès des pouvoirs publics et des présences, bien entendu, auprès des entreprises qui sont au cœur de notre dispositif. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée et je passe la parole à Sylvie. Pas Sylvie, donc je vais dire un mot, alors je ne voulais pas griller totalement ce que Sylvie allait dire, mais GEM a en plus un élément qui est clé dans le digital, c'est l'expérimentation. Je ne vais pas trop dévoiler parce que c'est le sujet de Sylvie, mais l'expérimentation, comme on est sur des choses totalement nouvelles, on ne peut pas faire des cours en amphi, on ne peut pas avoir une vérité, on est obligé d'expérimenter et en gros ce qu'on expérimente permet d'avoir un avantage compétitif temporaire mais certain. Merci. Avant de vous laisser la parole, juste 2 mots sur l'après-midi. Donc une plénière ici qui va durer 1 heure. Ensuite 2 tables rondes, une qui sera ici animée par Benoît Méronin, qui portera autour du figital et l'impact sur les fonctions et les métiers existants, et une animée par Benoît, non, il n'est pas là, il prépare sa table ronde, et une animée par Caroline, qui est juste là, et la table ronde de Caroline se déroulera en salle 108, on vous expliquera où, et ça tournera autour du lien entre figital et puis les émotions, on va dire, et la bienveillance liée au figital. En plus, au 2e étage des labs, donc on a 1, 2, 3, 4 labs, donc CGI, c'est ici, la GP Watson avec IBM, et la formation continue de Grenoble École de Management qui seront présents au 2e étage. Et en plus de ça, mais là, vous avez dû vous inscrire. Il reste encore quelques places, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez passer à l'accueil. Il y a des ateliers IoT, c'est par groupe de 20, et il y a aussi la visite du lieu peut-être emblématique de cet endroit, c'est le shop connecté de Grenoble École de Management, où au-delà d'un démonstrateur techno, c'est plutôt un lieu pour travailler sur les usages de ces nouvelles technos. Et là, pareil, par groupe de 20, il reste encore quelques places. En plus de ça, pour les étudiants, il y a une série d'événements, de mini-conférences qui se déroulent au 2e étage aussi. Et donc, je vais te laisser la parole. Donc, je laisse la parole à Sylvie Blanco, directrice de l'innovation et de l'expérimentation de Grenoble École de Management. Merci Renaud. Donc bonjour à tous, bienvenue à GEM Innovation Campus, autrement appelé GEMIC, GEMIC ou GEM IC pour le côté international. Donc comme l'a dit Vincent, ce campus est vraiment un gros investissement de l'école pour continuer à assurer ou à amplifier, accélérer sa mission innovation. Et avec toutes ces technologies, alors entre autres la trajectoire Figital, qui est le sujet de la journée, de la demi-journée, finalement, les business schools ont vraiment une nouvelle mission, de nouvelles responsabilités à jouer. Et c'est probablement ce qu'on va essayer de partager tout au long de cet après-midi et notamment pendant cette, on va l'appeler une table ronde quand même. Donc ce campus est axé sur donc ces missions innovation. Alors Vincent vous l'a dit, expérimenter des situations authentiques demain. On a un vrai magasin, sauf que c'est un magasin avec les technologies qui émergent et la façon dont on gérera, dont on fera nos achats dans des magasins demain. Ça, c'est la partie expérimentation. Mais on a tout un parcours expérientiel, c'est-à-dire qu'avant de rentrer dans ce genre d'environnement, ça se prépare.
Donc tout ce campus finalement est basé sur une logique de parcours expérientiel, collaboratif, dans lequel on essaie d'apprendre à intégrer intelligemment les technologies. Au-delà du intelligemment, on a un vrai souci du durable. Vous aurez tous lu le titre de cette plénière, Innover durable. Et d'une certaine manière, on se pose, quand je dis on, c'est la planète, se pose un certain nombre de questions sur les effets indésirables de toutes ces technologies. Et donc c'est là qu'une business school a encore plus de responsabilités sur le fait de limiter les effets indésirables, notamment humains, organisationnels, mais aussi environnementaux, liés à ces technologies. Et plutôt que de faire du curatif, d'attendre de s'être pris des murs pour réagir, on a vraiment vocation à essayer de faire du préventif. Et donc avant d'intégrer des technologies, se poser quelques questions sur leurs impacts positifs et négatifs. Donc ça va être le sujet de la table ronde aujourd'hui, avec deux intervenants, les meilleurs, ceux qui vont nous parler d'exemples, d'applications. Donc nous avons François, j'enlève le Noël, François Charcosset, c'est un truc entre nous, il m'a autorisé à enlever Noël. Orange, qui va donc nous parler Figital, mais plutôt dans le monde de la distribution avec les questions d'omnicanal, et une approche, une vision très internationale et interculturelle. Un mot à ajouter ? Interculturel, je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu l'occasion de travailler dans d'autres pays européens et effectivement, ça apporte un autre éclairage sur la façon de bosser et c'est assez instructif. Merci. Et nous aurons le plaisir aussi d'écouter Jean-Luc Vecchio, Société Tessie. Et là, nous allons avoir des exemples dans l'univers de la banque. Voilà. Jean-Luc est très concis, très synthétique. Alors, qu'est-ce que le Figital ? D'accord ? Peut-être qu'on va commencer par là avant de les écouter pour mieux apprécier tout ce qu'ils vont nous raconter. Qu'est-ce que le Figital ? C'est très très simple, c'est la compression de physique et digital. Ce qui veut dire finalement qu'il faut arrêter de penser le physique d'un côté et le digital de l'autre, mais qu'il faut commencer à penser que le mix des deux, le mix intelligent des deux, est ce qui va nous apporter énormément de valeur. Les promesses en termes de valeur, de développement, de progrès sont énormissimes pour résoudre tous les plus grands challenges de la planète. Donc ça vaut le coup de regarder ce Figital et ce mix des deux selon un prisme que l'on va appeler TBL, le Triple Bottom Line. D'accord ? People, Planet, Profit. People, Planet, Profit. Je vous invite à bien vous souvenir de ces trois mots, de ces trois P, pour leur poser tout un tas de questions sur la façon dont ils appréhendent le profit. Je pense qu'ils vont être à l'aise. La banque, la distribution, ça va aller. Par contre, le people et le planet, je ne sais pas. Et je pense que là est le vrai challenge, parce que nous n'aurons pas d'innovation durable et de valeur durable si l'on ne s'intéresse que au profit. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, l'humain, le citoyen, n'acceptera plus. Vous avez sans doute nombre d'entre vous testé le bracelet connecté ? Pas celui qui fait montre. Un taux d'abandon juste qui bat tous les records. C'est-à-dire qu'on a produit ces choses-là, on les a vendues et on les a abandonnées et jetées. Et c'est un pur désastre, ne serait-ce que pour la planète. Pourquoi ? Parce qu'on n'en a pas trouvé de valeur sociétale, de valeur humaine. Donc c'est important de penser les 3 P. Donc je vous invite à garder, et là ils me détestent, ces 3 P en tête, pour leur poser plein de questions, parce que nous aurons le temps et nous prendrons le temps d'avoir tout un tas de questions. Alors, j'ai été un peu... Pas d'incitation, s'il vous plaît, monsieur Jean-Luc. Alors, je vais juste... j'adore les exemples, j'adore les illustrations de la technologie pour qu'on se comprenne vraiment, vraiment bien. Et donc, j'avais envie de partager avec vous ma dernière expérience du Figital. Moi, j'ai une caractéristique, donc je suis directrice innovation et expérimentation, je trempe dans l'écosystème grenoblois de technologie depuis 25 ans. Je déteste la technologie. D'accord ? Soyons clairs. On est toujours obligé de s'adapter, de réapprendre à faire des choses que l'on fait depuis tout le temps, parce qu'on nous a collé une nouvelle solution technologique.
Mais c'est passionnant parce que quand même, ça façonne notre monde futur et que l'un dans l'autre, on a fait quand même beaucoup de grands progrès grâce à la technologie. D'accord ? Donc quand même, ça vaut le coup de s'y intéresser. Alors bref, j'étais donc au congrès de l'entreprise du futur jeudi dernier, dans lequel le thème était le Figital, avec un village expérientiel. Donc j'arrive, là j'ai mon badge, comme tout le monde, un truc comme ça. Voilà. Et puis j'avais ce truc-là, accroché à mon badge. Vous savez ce que c'est ? Je ne sais pas si, hop, vous le voyez bien ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une clé USB. Sauf que cette clé USB, vous savez ce qu'elle fait ? Donc, je suis un peu bête, donc je demande à l'hôtesse, je lui dis, mais c'est quoi ? Alors ça s'appelle un Poken, P-O-K-E-N, pour ceux que ça intéresse. Et donc on me dit, c'est super quand vous croisez quelqu'un, vous discutez avec quelqu'un, plutôt que d'échanger votre carte de visite en mode papier, pour peu que, enfin carton là, en mode physique, pour peu que vous ne l'ayez plus, vous n'en ayez plus, etc. Vous faites kiss-kiss, quoi. Enfin, c'est le premier que j'ai rencontré, il m'a dit, viens, on fait kiss-kiss. Ça crée des liens sur un salon, d'accord ? Donc, quand vous en avez une seconde, vous rapprochez les deux, kiss-kiss. Alors, ouvrez bien les yeux. Je ne suis pas sûre que ça marche encore beaucoup. Vous faites kiss-kiss, comme ça. Et les témoins au premier rang, une petite lumière verte s'allume, qui veut dire que vous avez bien fait kiss-kiss, d'accord ? Et vous avez donc échangé vos cartes de visite. Ça, c'est Figital quand même. Hein ? D'accord ? Vous allez me dire, tout ça pour ça. Ah, ça, tuc, quoi. Bah non. Évidemment, vous passez sur un stand et vous dites, waouh, vous avez la doc, parce que quand même tout ce que vous m'avez raconté, tout ça, c'est génial. Et là, vous faites quoi ? Kiss-kiss avec le stand. Donc après, vous faites le tour de tous les stands, kiss-kiss avec tous les stands. C'est pas bien ? Non, est-ce que vous dites pas, pétard, je comprends pas qu'on fasse pas kiss-kiss au j'aime Dédé ? Non, vous aimeriez avoir un kiss-kiss ? Eh oui, voilà. Alors je rentre chez moi le soir, d'accord ? Et là, j'avais oublié moi mon kiss-kiss, j'avais fait plein de trucs entre-temps, je reçois un message de Poken. Qu'est-ce qu'il y a dans ce message de Poken ? Mon parcours, ça a été dit, traçabilité, mon parcours sur le salon. Minute par minute, quoi. Ce que j'ai fait, qui j'ai rencontré, minute par minute, quoi. Ce que j'ai téléchargé comme documentation, etc. Accès à ma doc, accès à mes contacts. Déjà, quand même, ils m'ont tracé, quoi. Ils m'ont pas demandé mon avis, et donc il y a toutes ces données qui ont été générées quelque part. Alors moi, je suis un client pénible, donc déjà, ça m'a un petit peu contrariée. Lundi, je viens à GEM. Et je fais la maline au COMEX de GEM. Donc je dis, regardez, moi, direction innovation, je vais vous parler innovation, il faudrait que tous nos événements aient ça. Clin d'œil. Et là, qu'est-ce qu'on me dit ? La DIRCOM me dit, tu peux m'en passer un, s'il te plaît ? Et là, je me suis dit, mince. En gros, suis-je obligée ? Puis-je être obligée de donner ma clé, de donner accès à toutes ces informations qui existent quelque part, puisque finalement, je les ai récupérées dans le cadre de mon travail. Et du coup, sur chaque événement, on va savoir, en l'occurrence, que je suis partie à 13h30 parce que j'avais fait le tour et que je m'y ennuyais. Et on va pouvoir me demander ce que j'ai fait pendant le reste de la demi-journée, etc., etc. Et là, on se dit, oulala, c'est bien, mais enfin, quoi. Alors moi, je voudrais pas qu'on me force à l'utiliser. Mais par contre, je suis prof. Au-delà de m'occuper de l'innovation, je suis prof en management de la technologie de l'innovation. Et là, je me suis dit, ce truc-là, je vais le filer à tous mes étudiants. Puis alors derrière, évaluation automatique. Tranquille. Alors là, quand ils sont en amphi comme vous, je sais tout ce qui se passe en temps réel. J'ai mon dashboard management visuel. Je sais s'ils sont attentifs, pas attentifs, qui parle avec qui échange quoi avec qui. C'est d'enfer. Et à la fin, évaluation automatique. Pas s'embêter plus que ça. Je ne vous raconte pas comment on va avoir des gains de productivité. Et que vont dire nos étudiants, selon vous ? Que penseriez-vous si, effectivement, tout était tracé, qu'on ait toutes les données de tous vos comportements, de tous vos échanges à la fin de la demi-journée ? Qui se dit « Waouh, génial » ? Qui se dit « Bof, bof, bof » ? Bof, bof, bof. Voilà.
À travers cet exemple, c'est un petit exemple anecdotique, mais on voit la portée de cette dimension digitale, du mix systématique entre le physique et le digital. Et ça pose beaucoup de questions. Et l'enjeu de cette plénière, de cette table ronde, est de commencer à appréhender ces questions ensemble. Notre rêve à nous est de porter une communauté, une association, une charte, des outils TBL, innovation, technologie et TBL, pour faire du préventif plutôt que faire du curatif. Merci beaucoup pour votre attention. Parfait, vous êtes mieux que les étudiants. Et vous êtes fantastiques. Et sur ces grandes promesses de bonheur, je propose d'écouter notre premier intervenant, qui est volontaire. Regardez, regardez. Ah, merci François. Alors, je vais faire une toute petite introduction. François va donc nous parler du Figital chez Orange, bien sûr, de quelques exemples d'applications. Puis normalement, sur base de volontariat, il va nous parler TBL, mais on pourra, bien sûr, mais on pourra le relancer. François, à vous. Alors, moi, je ne me mettrai pas debout parce que j'ai une anti-sèche, mais comme elle est digitale, elle n'est pas facile à porter. Donc, François Charcosset, je travaille chez Orange depuis un petit bout de temps, j'ai fait toute ma carrière dans la distribution, je suis un boutiquier. Et donc, ce qu'on appelle le figital ou le digital, pour moi, ce n'est pas une grande menace, c'est juste une demande de nos clients. Aujourd'hui, on se retrouve avec des attentes de nos clients qui ont évolué. On n'est plus dans un monde tranquille où à partir du moment où j'ai un produit, mon enjeu c'est de trouver un moyen de le distribuer. Aujourd'hui, mon enjeu c'est de satisfaire des clients qui deviennent de plus en plus compliqués, de plus en plus exigeants, qui vivent dans l'instantanéité. J'ai 2 grands enfants à la maison qui font des études, eux aussi, et ils ne supportent pas d'attendre. Ils ne supportent pas d'attendre, ils ne supportent pas de ne pas être reconnus, ils ne supportent pas de ne pas savoir s'il y a du stock. Ils sont d'une impatience hallucinante. Et en fait, ce monde de figital, digital ou disical, puisque c'est dans l'autre sens, toutes ces choses-là, c'est ni plus ni moins qu'une attente des générations qui vont nous remplacer à terme, payer nos retraites éventuellement. C'est la réalité de la façon dont les relations avec des distributeurs, des pourvoyeurs de produits évoluent. Ça a des concrétisations tout à fait pratiques aujourd'hui quand on voit le type de rapprochement qui peuvent exister entre des mastodontes style Amazon. Amazon, tout le monde en a un peu peur, mais Amazon, qui était donc un pure player avec une exécution fantastique, notamment en termes de logistique, d'attention à la clientèle, de connaissance de ses clients. Aujourd'hui, Amazon a quand même racheté Whole Foods, qui est un distributeur alimentaire pour la bagatelle de 13 milliards, pour exister sur le terrain. C'est l'une des, par certains aspects, de technologie. Il a aussi racheté une boîte de robots pour optimiser ses dépôts. Mais on retrouve aujourd'hui le même mouvement. Je discutais tout à l'heure avec Didier qui me disait Spartoo, qui est semble-t-il une entreprise particulièrement locale et chère à Grenoble, a quand même racheté André. André, c'était quand même un distributeur de chaussures vachement brick and mortar avec plein de magasins partout. Donc ça, c'est une réalité. C'est Carrefour qui a annoncé aujourd'hui qu'il allait dépenser 2,8 milliards d'euros sur 5 ans pour rattraper, enfin il n'a pas dit rattraper, il va investir dans le digital. La réalité, c'est qu'ils ne l'ont pas fait au moment où il fallait et qu'aujourd'hui, ils ont un retard considérable. 2,8 milliards d'euros, ça fait quand même beaucoup d'argent, même si c'est une grosse boîte. On a ce... Alors excusez-moi, il faut que je... Ça, ils n'ont pas trouvé de solution digitale, malheureusement. Dans le même ordre d'idée, vous avez Monoprix, qui lui aussi est un distributeur alimentaire, qui a fait un deal avec Ocado. Ocado, c'est un distributeur britannique qui est particulièrement brillant sur la logistique. Et lorsque vous faites de la livraison au domicile, c'est la même chose. Donc tous ces univers, des magasins physiques et des distributeurs pure play qui se regroupent, ça c'est la réalité du figital de mon point de vue. C'est-à-dire que les 2 mondes n'existent plus en tant que tels, c'est juste une entité de distribution avec laquelle des gens qui veulent vendre des choses à d'autres gens sont obligés de passer. Parce que les clients, ils interagissent avec le téléphone, avec leur mobile. Plus de 50% du flux Internet aujourd'hui, c'est à travers un mobile. Mes gamins, mes enfants,
n'utilisent plus du tout ou quasiment plus leur PC. Ils sont tout le temps sur leur mobile. Pas que pour Facebook, mais même pour regarder des films. Alors que je trouve que le confort d'usage est quand même assez médiocre. Ils utilisent le laptop, le Facebook, les chatbots, alternativement. Et tous ces canaux d'interaction, en fait, doivent fournir une expérience homogène à ses clients, c'est-à-dire qu'on doit être capable de retrouver leur contexte, on doit être capable de savoir Tartampion a commencé en ligne, il a passé un coup de fil, il est allé en magasin, et toutes ces choses-là, il faut être capable de les agréger pour un tout unique et de reconnaître ce client, de lui faire une offre personnalisée et d'être capable de le valoriser en tant qu'individu si on veut espérer gagner sa confiance, espérer gagner sa fidélité et espérer de faire du profit, accessoirement. Donc ça, c'était un peu pour moi la définition du phygital dans la distribution d'une manière générale. On peut faire un zoom sur Orange après. Alors, chez nous, Orange, on est des opérateurs télécoms et on a fait 2 promesses fortes dans notre plan stratégique Essentiel 2020 qui étaient une expérience client incomparable et d'autre part une dualité entre l'expérience employée et l'expérience client. Alors l'expérience employée, on peut aussi l'appeler l'efficacité opérationnelle, peu importe, mais en tout cas c'est faciliter la vie des employés dans leur travail de tous les jours. Donc là j'ai plus ou moins adressé l'aspect people et l'aspect profit. L'aspect planète, très honnêtement on ne l'a pas inclus parce que alors, lorsque vous vendez un projet à des décideurs, si vous commencez à arriver dans une matrice tridimensionnelle où il y a l'expérience client, l'efficacité opérationnelle et dans l'axe des aides, la planète, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est trop compliqué, c'est difficile à évoquer. Il y a des bénéfices complémentaires à ce genre de démarche tels que l'on peut avoir qui existent. On peut optimiser les parcours de livraison, on peut éviter que les gens se déplacent inutilement parce qu'ils savent si le produit est là ou pas. On fait en sorte de supprimer les bouts de papier autant que l'on peut, mais on n'a pas modélisé ce bénéfice dans notre démarche aujourd'hui de digitalisation de notre modèle de distribution. En revanche, Orange a des activités à ce sujet. On fait attention aux consommations d'énergie, on recycle nos matériels, on mutualise les infrastructures avec d'autres opérateurs, on digitalise les modes de travail, on a un bulletin de salaire virtuel. Enfin non, il n'est pas virtuel. On a les sous, mais on n'a plus le bout de papier. Voilà. Donc c'était peut-être pour adresser ce 3P en avance de phase du barrage de questions que vous pourriez poser. Merci beaucoup. Donc je retiens donc pour nous, Business School, et on aimerait bien le faire évidemment avec vous tous, la matrice 2D ne permet pas de rentrer la partie en ce qui concerne Orange Planète. Les matrices 3D, on sait bien dans notre domaine, c'est 3D, c'est beaucoup trop pour les managers. Donc il faut qu'on reste en 2D, donc il faut qu'on soit super créatif pour mettre 3D dans 2D. C'est ça ? En tous les cas, tout ça pour dire, il y a probablement des marges de progrès. J'aimerais quand même revenir sur ce que vous nous avez dit. Orange, son métier de base, c'est quand même pas le retail. Non, définitivement pas. J'aurais même tendance à dire par certains aspects que c'est une arrière-pensée. Notre métier, c'est d'acheter des licences de télécommunications, d'accès réseau, de construire un réseau le meilleur possible, de le remplir avec plein de clients, et puis derrière de les facturer. C'est notre activité. Nous, on gère une ressource rare, c'est les fréquences, et on les commercialise le mieux possible. La distribution, on s'est trouvé dans une situation où lorsqu'on a eu un réseau tout vide, il a fallu le remplir. Donc on a mis en place des canaux de distribution avec dans les premiers temps la nécessité de ramasser plein de clients parce que c'était assez compliqué. Donc on a subventionné les mobiles, on a ouvert des points de vente partout. On a fait en sorte qu'il y ait une vraie popularisation et c'est le produit qui a eu le taux de pénétration le plus fulgurant sur la période. Le mobile, qui n'en a pas un aujourd'hui? Et puis quel mobile aujourd'hui? On a l'équivalent d'un PC dans sa poche, c'est quand même assez exceptionnel. Par contre, la distribution chez nous, c'est quelque chose qui vient en complément. Et même si
si c'est une arrière-pensée, chez Orange, ça représente quand même 4 milliards d'euros de vente de produits. Donc quand je dis vente de produits, je parle de téléphone, de plug Wi-Fi, de câbles, d'IoT, de coques, donc des accessoires quand même assez accessoires. Ça fait quand même 10% du chiffre. Donc vous avez ouvert des boutiques. On en a entendu parler des alors, boutiques oui, Orange. des boutiques. Et on en a sont-elles Figitales? Alors, on a aujourd'hui beaucoup de boutiques. On a 6000 boutiques sur l'intégralité de nos géographies, hein, donc les 8 pays d'Europe sur lesquels on est présent et les 23 ou 25 sur l'Afrique. Ça bouge, hein, ça s'ouvre assez régulièrement. On a récemment effectivement rénové notre concept de point de vente à travers les Smart Stores. Je ne saurais pas vous dire s'il y en a un à Grenoble, hein, mais d'accord. À Grand Place, donc merci. Donc l'idée de ces magasins, c'est un petit peu de casser les codes du magasin telco, puisqu'on a fait des espaces un peu plus conviviaux, tous les produits sont en libre toucher, vous pouvez les expérimenter en combinaison avec très souvent des IoT, c'est-à-dire j'ai pas juste une montre connectée, normalement je suis censé voir l'effet que ça fait avec mon téléphone. Il y a des parcours courts pour privilégier justement des nouvelles façons d'acheter où le client achète en ligne, récupère en point de vente, donc il n'y a pas de raison qu'il passe par la queue longue, où il a juste un SAV, où il veut juste payer un accessoire ou des choses comme ça. Il y a des espaces thématiques. Donc franchement, pour avoir été dans différents pays, c'est la boutique telco en général, c'est un carré. Au mur, vous avez des téléphones et puis au milieu, des bureaux d'accueil avec des vendeurs. On avait un concept extrêmement ambitieux pour lequel ce que j'appellerais les outils supportant le process métier ne sont pas forcément aujourd'hui à la hauteur de ce qu'on aurait voulu faire, mais ça progresse et il y a des pays autres que la France sur lesquels on peut avoir des parcours nettement plus sexy que ceux qu'on propose en France, même si en France c'est déjà super bien par rapport à ce qu'on avait avant. Aujourd'hui vous avez quelqu'un qui vous accueille avec une tablette, qui sait qui vous êtes, qui est capable de savoir si vous avez appelé récemment, quels sont vos contrats, votre ancienneté sur l'entreprise et des choses comme ça. Donc on a quand même un niveau d'information qui permet déjà de créer un lien important et donc c'est utiliser l'information dont on dispose sur vous pour apporter un meilleur service, une meilleure connaissance et pour partir encore sur le profil, l'idée étant quand même, comme je vous connais bien, je vais faire une offre que vous ne sauriez pas refuser. Et donc vous achetez. Et ça c'est bon pour le client. Alors, que vous achetiez... Bon pour le porte-monnaie. Mais c'est pas juste bon pour le porte-monnaie. On sait très bien que, en fait, dans notre business, on a besoin d'une fidélité du client. Parce qu'en acquérir un nouveau, ça coûte cher, même si aujourd'hui ça coûte moins cher que ça n'a coûté. Donc, quand on fait une vente, on essaye généralement d'avoir une vente qui satisfasse les deux personnes. Bah, évidemment, s'il peut acheter une offre de gamme, c'est toujours mieux que s'il achète une offre d'entrée. On est bien d'accord. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre une ou deux questions pour rendre la session plus interactive, si tant est qu'il y a des questions. Une question, deux questions? Je ne sais pas, un commentaire, hein, si vous avez expérimenté un Smart Store, les bénéfices que vous en avez retirés, en quoi c'est différent? Pas de questions. Ah, pardon. On m'entend? Moi j'avais une question par rapport au lancement du service Orange Bank. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, mais est-ce que ça rentre dans ce plan de digitalisation de la boutique? Alors, je ne suis pas forcément le plus qualifié sur Orange Bank, hein, qui est une opération franco-française et pour laquelle, globalement, c'est le seul pays qui a lancé quelque chose aujourd'hui, même si on a des plans de déploiement sur d'autres pays. Orange Bank, c'est une banque complètement digitale, où vous enrôlez en ligne, où vous gérez votre compte en ligne, avec pas mal de fonctionnalités sympas, comme la possibilité de faire des virements par SMS, connaître son solde en temps réel. Ça, j'aurais apprécié d'avoir ça quand j'étais jeune. Ça m'aurait évité d'être interdit Banque de France à l'époque. Voilà. Mais en fait, c'est une diversification. L'intérêt, c'est qu'on a une base de clients assez considérable, qui ont une certaine confiance en nous, dont on connaît beaucoup de choses, et notamment un peu les capacités de paiement, parce qu'ils payent un abonnement la plupart du temps.
Et donc on a éventuellement des leviers pour bénéficier de la directive européenne qui va sortir sur la GDPR, les données, la protection des données, qui permet de laisser le droit à un client, à un prestataire de réutiliser ou pas ces données. Enfin, l'individu a un droit de contrôle sur les données et la façon dont elles sont utilisées par différents prestataires. Donc quand on est Orange, on a déjà pas mal de données sur vous, on a votre compte bancaire, on a votre adresse. Globalement, on sait à peu près ce que vous faites, mais on ne l'utilise pas parce que c'est trop compliqué et puis on n'a pas le droit surtout. Même si l'État nous le demande, on doit pouvoir vous le fournir. On doit pouvoir le fournir à l'État, c'est des requêtes judiciaires. Donc c'est assez logique. En plus, il y a un bénéfice complémentaire. Je suis désolé, je suis bavard, hein, mais il y a un bénéfice complémentaire. C'est que le modèle de fonctionnement des opérateurs a un peu évolué récemment. Auparavant, comme je l'évoquais, on subventionnait les terminaux. Aujourd'hui, on les subventionne nettement moins et les clients se retrouvent à devoir acheter un terminal, alors soit modérément subventionné, soit plein pot. Et aujourd'hui, un smartphone haut de gamme, ça coûte quand même jusqu'à 1 300 €, hein, merci Apple. Ça fait quand même un sacré montant. Et donc, on peut apprécier, comme vous l'avez aujourd'hui, lorsque vous allez acheter une chambre à coucher complète chez Conforama, on va vous proposer un crédit. De la même manière, lorsque vous achetez un mobile cher chez Orange, on peut vous proposer une offre de financement à taux zéro, ou plutôt un étalement de paiement, en même temps que vous achetez le mobile par l'intermédiaire d'Orange Bank. C'est un service complémentaire. À terme, on peut envisager de l'assurance pour le mobile, de l'assurance pour votre maison. C'est-à-dire rentrer de plus en plus dans le domaine des services par l'intermédiaire de la marque, qui est une marque avec quand même un certain niveau de confiance au sein de la population française. Il y a des gens qui n'iraient absolument nulle part. Et puis ils font bien parce que c'est de loin le meilleur réseau. Donc ce serait dommage de s'en priver. Instant pub. Merci beaucoup. Ce qu'on peut en retenir au minimum, c'est que toutes ces données, pour que les choses se passent, on va dire, plutôt mieux que moins bien, les questions de sécurité et de confiance sont quand même des questions à se poser très tôt et des questions très très importantes. Et effectivement, sans doute que la marque Orange, j'aime beaucoup aussi le discours de La Poste, sont des tiers de confiance parce qu'on les connaît bien, quoi. Et je pense que c'est vraiment un élément qui n'est absolument pas à sous-estimer lorsqu'on prend des décisions, que ce soit au titre de citoyens, au titre de nos entreprises, de leaders et de managers, en lien avec ce genre de solution. Merci pour la question. Voilà, un bonus à la fin. Surtout que c'était une très bonne question, puisqu'elle nous permet d'entrer dans le monde bancaire avec Jean-Luc. C'est magnifique. Avec Jean-Luc qui va nous parler de quelques exemples du Figital dans la banque avec des valeurs ergonomiques. Non, je dis pas trop de bêtises. C'est un mot que j'aime bien. Et oui, et la façon dont vous mixez le physique et le digital. Et pour commencer, je ne vais pas esquiver la question sur la planète. Ah, merci. Donc j'ai envie de commencer par ce point-là. Et en deux mots aussi pour présenter le métier de TSI en fait, que je représente aujourd'hui, qui n'a pas la même notoriété qu'Orange, mais on y travaille. En fait, par la nature de nos services au quotidien, qui sont des services de traitement de flux, donc traitement de flux, traitement de données, traitement de documents, en fait, on contribue quand même un petit peu à l'effort de protection de la planète. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en fait, c'est tracté par les deux autres axes. Tracté par l'axe people et tracté par l'axe profit. Ça, c'est sûr. Parce qu'en fait, les clients qui délèguent leur traitement chez nous, souvent d'ailleurs sur des traitements sensibles du point de vue de la conformité réglementaire, sensibles du point de vue de la relation client, parce que par exemple, ils nous sous-traitent des processus d'entrée en relation, des processus de souscription de crédit. Donc il y a un lien direct avec leurs produits net bancaires, avec leurs profits. Donc ce sont des traitements de leur point de vue qui sont sensibles. Sans même parler du fait qu'on traite des données personnelles et donc du point de vue par exemple du RGPD, ce sont aussi des points de vue, enfin des données sensibles du point de vue du client final. Donc ils nous sous-traitent ces traitements sensibles et donc ils attendent de nous d'optimiser ces processus. Et donc historiquement, l'optimisation c'est quoi? C'est réduire un coût de traitement unitaire. Souvent quand on arrive à faire ça, on réduit aussi les temps de cycle, on répond plus vite.
Mais de plus en plus, les banquiers cherchent à mesurer notre performance sur des indicateurs qui sont plus liés à la qualité de service rendu au client final. Donc là, on voit bien arriver la notion d'expérience client et de parcours client. Donc on a l'obligation finalement de faire plus avec moins. C'est un peu comme ça que je vais me raccrocher au P de la planète. Voilà. Donc c'est vrai que c'est clairement en améliorant, on va dire, les rendements, notre productivité, qu'on va réussir à faire plus avec moins. Et sur l'axe expérience client, c'est en allant vers plus de self-care, self-service. Donc si j'arrive à convaincre mon client, par exemple, qui veut rentrer en relation, d'uploader lui-même un justificatif de domicile, justificatif d'identité et de revenus, qui sont les 3 pièces obligatoires dans le dossier réglementaire client, depuis son smartphone à la maison. Je ne suis pas obligé de véhiculer, déjà de photocopier un document peut-être dans l'agence bancaire, ensuite de faire router ces documents vers un centre de numérisation régional, voire national. Voilà. Donc si j'arrive à faire de la démat à la source, j'ai un client qui est servi plus rapidement, moins de frustration, il n'attend pas dans l'agence, il n'attend pas sur un call center pour éventuellement poser une question avant de réussir à nous confier son document. Enfin voilà, donc les trois sont intimement liés en fait. Hein. Voilà. Est-ce que vous parlez dans votre discours institutionnel, dans vos communications des 3 en même temps, ou quand même il y en a un qui vend mieux que les autres? Je dirais que les trois sont abordés. On a aussi des obligations RSE, hein, typiquement, donc qui sont de toute façon très importantes. C'est des rendez-vous qui sont publics. En plus, notre société est cotée. Donc même si elle n'a pas la notoriété d'Orange, on a de toute façon des obligations, je dirais, de communication grand public. Une des raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour travailler sur la marque employeur. On a envie de repérer des talents qui sont à l'école. Je pense qu'aujourd'hui, dans les déterminants je dirais, des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, l'importance qu'on va accorder à ces sujets est clé. Je crois aussi. Ouais. Une autre petite question, et peut-être que vous pourriez répondre à travers les exemples. On dit la dématérialisation à la source, c'est drôlement bien, c'est ce que j'ai entendu en raccourci. Est-ce que vous avez déjà pu détecter quand même des effets indésirables et inattendus liés à cette dématérialisation à la source? Alors on a parlé tout à l'heure de sécurité, de confiance, mais peut-être y a-t-il encore d'autres effets? Et comment vous avez pallié ces effets indésirables, ou comment vous envisagez les pallier? Mais peut-être qu'on peut les voir à travers des exemples. Oui, je vais vraiment privilégier les exemples tirés du monde bancaire. La démat à la source, elle a un intérêt en termes de productivité ou d'expérience client, comme j'ai dit tout à l'heure, mais un passage en force du banquier vis-à-vis de ses clients ou de ses prospects en disant je vous impose la démat à la source, c'est probablement pas une bonne idée, sauf pour certains pure players des néobanques qui ont un modèle. Orange Bank est pas loin d'être dans ce cas-là. Même s'ils ont racheté un stock de 300 000 clients Groupama Bank, dont il va falloir prendre soin quand même. Voilà, il y a une logique là qui est un petit peu différente. Mais si je me place du point de vue d'une banque plutôt tradie, qui forme l'essentiel de nos bataillons de clients, il y a un objectif de transformation. Le self-care répond à certaines des contraintes, mais ce n'est pas le modèle unique qu'on va chercher à imposer à 100% des prospects ou des clients, encore une fois. Pour rentrer dans un exemple concret qui me vient à l'idée, je voudrais reprendre aussi deux termes de François Noël. Il a parlé de boutiquier et de personnalisation contextuelle. En fait, pour moi, ça résume pratiquement l'ensemble de la problématique. C'est que la perso contextuelle, elle est quand même très assistée par du traitement de données. Si on veut qu'elle soit contextuelle, il faut qu'elle soit quasi instantanée. Pour qu'elle soit la plus fine possible, qu'elle ait le plus d'impact possible, il faut qu'on en gère des volumes assez importants. Donc là, on voit bien l'intérêt, et je dirais même le côté incontournable de la techno. Et j'aime bien l'aspect boutiquier. Moi, j'ai l'habitude de dire que je suis un commerçant avant d'être un commercial, avant d'être un manager. Et ce côté commerçant, pour moi, il illustre finalement toute la finesse de votre boulanger de quartier préféré, qui se rappelle exactement de ce que vous lui avez dit la dernière fois que vous êtes venu. Il se rappelle de ce qu'il vous a dit la dernière fois que vous êtes venu. Et en fait, le Graal, ce qu'il faut qu'on arrive finalement à faire avec nos clients banquiers, nous, en tant que Tessi, c'est à leur donner autant d'intelligence conversationnelle, alors qu'ils ont des millions de clients à stocker, enfin des millions de clients à traiter au quotidien, dans un environnement omnicanal. Voilà, donc ça c'est ce qui est très très difficile à faire, surtout
à l'échelle d'organisations qui sont souvent le fruit de fusions, acquisitions, avec des systèmes d'information très hétérogènes, et où il est très difficile de développer une vue unique et centrale d'un client. Donc il y a la complexité des canaux, toujours plus nombreux, avec la complexité déjà de tous les devices qu'on a raccrochés à ces canaux, mais c'est aussi la complexité de l'historique du système d'information. Un exemple dans le monde de la banque aujourd'hui, prenez l'exemple d'une banque de détail dans l'Union européenne, donc marché mature, Europe de l'Ouest. L'arrivée du digital casse les canaux. Orange est un excellent exemple. Le banquier, aujourd'hui, il a des tas de nouveaux concurrents qui sont potentiellement des banques nouvelles, qui peuvent être des opérateurs, qui peuvent être des acteurs du retail. Et en fait, leur capacité à continuer à vous vendre du crédit, c'est leur capacité à gérer la relation. Et donc leur capacité à gérer cette relation, c'est leur capacité à mener des conversations qui vont avoir beaucoup d'impact, c'est ce que j'ai déjà traité tout à l'heure. Et ils ont une difficulté, c'est que, alors ils sont très volontaires pour accueillir les clients sur les points de vente, donc dans un monde physique, mais la difficulté, c'est qu'ils ont pas mal de turnover au niveau des conseillers de clientèle, des offres de plus en plus riches, donc il y a une complexité à accueillir de façon pertinente un client qui, lui, rentre sur le point de vente surinformé, parce que ça fait peut-être 6 mois qu'il réfléchit à acheter un crédit IMO, et il est beaucoup mieux informé que le conseiller de clientèle qui va le recevoir. Donc là, il y a un enjeu qui est assez compliqué à résoudre. On arrive avec le digital. Je vous donne un exemple qu'on maîtrise très bien chez GDoc et dans le groupe T6, c'est qu'en fait, on a des systèmes de création de messages, si je vais essayer de simplifier le sujet, qui vont remplacer Word. Et la nature de ces systèmes, c'est qu'en fait, ce sont des quasi-guides de conversation, où on va prévoir un maximum de règles business à l'avance, et en fonction des réponses que le client va donner, on va guider le conseiller de clientèle pour l'aider finalement à résister du mieux possible à la pression de son prospect, et pour transformer finalement la visite en vente. Et ce qui est intéressant dans ces systèmes, c'est qu'en fait, on va, au bout du compte, prendre en compte sa préférence. Si le client a envie de recevoir un contrat et de le signer complètement en digital natif, on va pouvoir le faire. S'il préfère du papier, eh ben on lui enverra du papier. Alors après, il faudra collecter les retours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut aussi, alors qu'on vient de mener une conversation orale, en face à face, ou alors peut-être que le face à face, grâce à la tablette qui est sur le point de vente, ça va devenir un côte à côte. Donc on va co-concevoir l'offre finalement. On va donner l'impression au client, et puis c'est certainement vrai, qu'il influe vraiment sur finalement le produit qu'il va acheter. Le but, c'est qu'à la fin, ce qu'il achète corresponde du mieux possible à son besoin, de sorte qu'il puisse être un client fidèle. Et à la fin de cette conversation, et là j'en viens aussi à la notion de confiance. L'écrit, encore, en tout cas dans nos sociétés, il est important. Et si avec mon système de création de messages, je suis capable non seulement de produire un contrat qui va être signé, peu importe, physique, électronique, mais aussi de produire un message de confirmation instantané, par SMS si le client est d'accord, par email si le client le souhaite, ou un courrier, encore une fois, même sur un papier 150 grammes si ça lui fait plaisir, en couleur, mais je vais confirmer ce que je viens de lui dire. Et donc je crée de la confiance. Et donc on voit que tout est entremêlé, et la préférence que va émettre le client à un moment donné aurait peut-être été différente, le même client, le même point de vente le lendemain, simplement parce qu'il a changé d'humeur. L'humeur, je sais que c'est aussi un des sujets que Caroline affectionne. Quand on parle d'ergonomie des interactions, c'est probablement quelque chose une dimension qu'il va falloir qu'on soit capable d'intégrer dans la gestion de ces interactions en mode omnicanal, dans un contexte d'instantanéité. Merci beaucoup. Quand même, non. On a encore un peu de temps, on va les cuisiner. D'abord, est-ce que, je vais être poli, est-ce que quelqu'un a une réaction? Oui. Ah oui, là, il y en a plein. Hein. On va prendre les vôtres, parce que vous êtes quand même là pour ici. Oui, bonjour. Moi, je suis Philippe Varnier. J'ai créé une boutique Figital de vente d'optique, donc des lunettes Figital. Enfin, c'est pas les lunettes qui sont Figital, c'est le principe de vente. Et accessoirement cofondateur de Spartoo il y a quelques années.
je réagis à ce que vous dites. Notamment, ça me fait un peu peur parce qu'on a un peu l'impression que l'homme devient un pantin dans ce système. Finalement, c'est plus un alibi parce que c'est la machine qui lui fait son argumentaire, etc. À la limite, demain, on pourrait se passer des hommes, mais ils deviennent plus. Enfin, je sais, il devient plus un alibi. Et finalement, est-ce qu'il a encore un rôle et est-ce qu'on peut le projeter durablement ? Je commence à répondre. Je prends un deuxième exemple qui est tout frais, qui date d'hier, dans le monde de la banque privée à Genève. On a rencontré quelqu'un de chez Pictet et compagnie. En fait, ce qui m'a permis de réaliser, c'est que toutes les données qu'on pourrait potentiellement stocker, parfois pour des contraintes de conformité réglementaire, soit ne sont pas stockables, soit ne sont pas utilisables. Il a fait tout un détour pour nous expliquer un petit peu aussi la transformation du métier de gestionnaire de fortune, qui est désormais appelé chargé de relations. Et ce chargé de relations, en fait, aujourd'hui, c'est lui qui fait la différence. Et dans 10 ans, c'est encore lui qui fera la différence. C'est simplement que les systèmes qu'on va lui mettre à sa disposition vont augmenter son intelligence de plus en plus. Je vais essayer de résumer ce qu'il m'a expliqué, c'est que il a utilisé des tas d'acronymes, d'indicateurs de performance financière, des tas de chiffres. Il m'a complètement assommé en me disant « Et alors à la fin, monsieur Vecchio, est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision ?» En gros, il me faisait une proposition d'allocation d'actifs. Je lui ai dit « Oui, je pense que ça doit certainement être une très très bonne idée, sur le ton de l'humour. » Et en fait, ce qu'il m'a juste dit derrière, il m'a dit « En fait, ce qui est important, c'est... » Donc ça intéresse personne, ça intéresse aucun épargnant. Ce qui intéresse leurs clients les plus riches, c'est de l'émotionnel. Donc en fait, ce qu'ils me disent, ce que cherchent à faire nos chargés de relations, c'est d'utiliser, de valoriser des informations qu'on n'a pas le droit de stocker, nous, banque privée à Genève. Et il m'a donné un exemple, il m'a dit, voilà, j'ai un client qui est très riche, qui a un gamin qui fait des études de géologie, c'est quelqu'un qui est très intéressé par le développement durable, je lui ai recommandé de mettre dans son portefeuille du Tesla, là, il a vu le sourire du client s'illuminer, et en fait, voilà, il a vendu des actions Tesla. C'est la machine qui lui a suggéré de vendre le Tesla. Non, parce qu'en fait, l'info selon laquelle le client a un gamin qui fait des études en géologie, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas stocker. Donc c'est vraiment la valeur de l'interface client, c'est la valeur du chargé de relation. C'est l'être humain. Donc oui, on peut, je pense, préparer toujours plus la pertinence de la conversation, mais au bout du compte, le dernier maître, le dernier maillon, c'est l'humain. C'est cette couche-là et qu'on aura beaucoup de mal à remplacer. Et nous, on doit former à ce dernier maillon, qui est quand même une sacrée remise en question. Je suis complètement d'accord, on ne remplacera pas l'humain. Beaucoup de gens qui viennent dans un point de vente physique, en fait, ils cherchent une réassurance. Parce qu'ils ont pu avoir fait tout le travail d'exploration des offres. À un moment, ils vont vouloir toucher le produit, ils vont vouloir éventuellement en avoir une démonstration par un expert. Et la machine peut aussi apporter, par certains aspects, un complément d'expertise aux vendeurs. Moi, je vois aujourd'hui le boulot des vendeurs de téléphonie mobile. Ils doivent connaître la téléphonie mobile, l'Internet, la banque, l'assurance, dans certains pays, l'énergie aussi, puisqu'on en vend. Et pas seulement notre offre, dont le marketing prend un malin plaisir à la complexifier, mais également l'offre des compétiteurs. Donc les gars, ils sont obligés d'être multi-instruments, maîtriser la chose. Et la machine peut les aider, comme aujourd'hui, un pilote automatique sur un avion facilite le travail d'un commandant de bord pour s'atteler à des tâches importantes. Je pense que c'est un support. J'étais un peu provoque, parce que moi, mon expérience du digital montre que plus il y a de la technique, plus il y a du digital, plus l'humain est important. Il y a des vieilles théories sur la richesse des médias qui montrent que finalement, dans le face-à-face, il y a tellement beaucoup plus de richesse qu'on ne la remplacera quand même pas tout de suite totalement par la technologie. Oui, la seule question, c'est est-ce que ça devient juste un alibi ? C'est-à-dire juste pour rassurer, ou est-ce que vraiment... Le clin d'œil de mon ami Benoît Méronin qui est là-bas, la technologie, jamais elle la remplacera. En termes de réassurance, c'est parfait. Animateur d'une prochaine table ronde. On avait, excusez-moi, j'essaie d'accélérer un peu. On avait une autre question et puis une troisième ici. Donc moi, Damien, je suis ergonome. C'était juste par rapport à... Il me semble qu'il y a quelque chose qu'on n'aborde jamais ou qu'il y a un présupposé dans le digital, c'est qu'on imagine que, c'était Jean-Luc quand tu disais le profit, sur le fait on fera plus avec moins de moyens. Aujourd'hui, il me semble quand même qu'on calcule ça toujours du point de vue de l'entreprise et pas du point de vue de l'utilisateur. Je reprends ton exemple de la digitalisation à la source.
Moi, je suis vieux, hein, je suis de l'époque où j'avais mes factures papier. Donc j'avais mon relevé d'identité, mon justificatif de domicile et ma facture d'électricité qui m'était demandée des fois par mes impôts ou par EDF, qui était un peu redondant, mais on s'en fout. Donc ça, c'était du papier. Je l'avais dans une pochette, je l'emmenais chez mon conseiller clientèle, je lui filais, il photocopiait. 3 minutes après, j'étais ressorti, j'avais mon contrat. Et donc aujourd'hui, toutes les boîtes de l'opération Figital me disent c'est extraordinaire, avec la digitalisation, on gagne de l'argent, on gagne de la rentabilité collaborateur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai 3 mots de passe, 3 applis, 3 espaces de stockage différents pour des factures que j'arrive plus à retrouver parce que l'ergonomie des interfaces sont absolument abscons et il n'y a rien qui permet de centraliser les documents sur un téléphone aujourd'hui. Qu'en plus, je ne sais pas comment je les retrouve. Et donc en fait, moi il me semble que dans le Figital aujourd'hui, et c'est pour moi c'est le prochain mouvement, on fait le profit des entreprises sur le dos de l'utilisateur. Et que ça ne va pas durer. Parce que l'utilisateur, moi le premier, je ne vais pas accepter qu'à chaque fois, on me redemande d'envoyer 3 mails avec 3 trucs différents, avec 4 codes d'identification qui changent de temps en temps, avec plein de trucs. Et il n'y a rien aujourd'hui qui intègre le point de vue de l'utilisateur dans le multiservice. Hein. C'est-à-dire qu'on nous demande plein de trucs de plein d'autres gens différents, mais ce n'est pas intégré en un seul du côté utilisateur, alors qu'avant, le physique permettait ça. Puis juste, je crois que je ne vous ai pas demandé de vous présenter. Damien, ergonome. Ouais, Prochaine table ronde. Ouais, je suis dans la table ronde de Caroline. Je partage le constat sur le champ d'amélioration possible de tout ce qui est lié à l'ergonomie. Et l'ergonomie que je prends au sens large, c'est-à-dire on travaille en ce moment par exemple sur un projet chez un assureur à Lausanne où en fait les décideurs métiers, les gestionnaires sont impliqués dans tout le cycle en fait de specs et de recettes en mode agile. Donc là, ce qu'on cherche à faire avec eux, c'est optimiser le look and feel, c'est le design de l'information pour qu'en fait, ils aillent accéder à l'info le plus vite possible. Et par ricochet, c'est offrir un meilleur service, une conversation plus fluide aux gens avec lesquels, enfin les gens qui vont accueillir sur un point de vente ou accueillir au téléphone. Et c'est aussi l'ergonomie au sens efficacité de la production du service. C'est vraiment l'industrialisation de la servuction. Donc ça, je pense qu'on a des champs d'amélioration importants. Par contre, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est quand vous dites on le fait sur le dos du client final. Le banquier, je vais rester sur mon exemple de banquier jusqu'au bout, lui va réussir à faire, oui, certainement des progrès un petit peu sur le dos de l'utilisateur final. Mais s'il fait ça, c'est en prenant un risque de le perdre à un moment donné. L'exemple de la facture, il est excellent. Nous, ça fait 15 ans qu'on bosse dessus. En fait, il y a des poches de résistance énormes pour faire basculer les clients en démat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on cherche à envoyer un PDF par email ou mettre un PDF à disposition dans un espace client. Pour quelle valeur d'usage pour le lecteur ? On ne s'est probablement pas souvent posé la question. Certains démetteurs de factures, parmi les plus connus en France, vous ont à certains moments promis de planter un arbre à chaque fois que vous acceptiez de passer en démat. D'autres, par exemple en Suisse, Swisscom a proposé de faire un don au WWF. Ils ont gagné 2-3 points en fait, de base client en démat, mais parce que les gens n'adhèrent pas. Et les gens aussi sont conscients de l'économie qui serait potentiellement réalisée par l'émetteur, par leurs fournisseurs, et ils ont envie de partager. Sauf que quand vous mettez par exemple à la place d'EDF, la plupart des clients d'EDF reçoivent 2 factures par an. Coût complet du document posté, c'est 1 €, 1,20 €. Donc EDF, s'ils veulent un ROI à 1 an, ils ont combien à investir ? C'est quoi la carotte ? C'est quoi le cadeau qu'ils peuvent vous mettre sur la table pour vous pousser à passer en démat ? Eux, à l'échelle de leur base clientèle, c'est énorme. 15-20 millions de foyers. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Mais la difficulté, c'est comment j'embarque mon client. Donc en fait, ils se posent la question et ils n'arrivent pas à faire de l'argent sur votre dos parce qu'en fait, le plus souvent, c'est qu'ils n'arrivent pas à se poser la question. Non, vous restez en facture papier. Mais si vous en êtes là et que vous avez ce jugement-là, vous êtes probablement pas loin du point de rupture et ils vont pas tarder de vous perdre. Enfin, moi, c'est ma lecture. C'est ma lecture. Mais je pense que c'est dans la limite de ce que le client, enfin à condition que le client s'y retrouve. Moi, je vais être obligée d'interrompre la discussion, là,
mais on aura le temps ensuite vous aurez probablement le temps de continuer. En tous les cas, cette discussion. On a un commentaire, une dernière question, et puis Renaud, je te passe. En tous les cas, j'adore votre discussion qui montre que selon le point de vue que l'on adopte, le critère, la valeur people n'est pas perçue de la même façon. D'accord ? Plus avec moins, c'est bien du point de vue de l'entreprise, mais le citoyen, lui, ne perçoit pas que sa facture a diminué éventuellement. D'accord ? Donc, on a probablement des marges de progrès énormes sur ce point-là. Donc, un commentaire un peu court. Ouais, juste un point. La digitalisation, ça a permis en fait d'appliquer un modèle IKEA à des tas d'industries. C'est-à-dire, le client fait le boulot, il paye moins cher. Il faut voir aujourd'hui que si votre entité vous fait payer le même prix, voire plus cher, et vous impose de faire du boulot par vous-même, il y a plein de low-cost qui existent. Faut pas hésiter, il faut changer. Beaucoup de choses sont faites pour. Aujourd'hui, vous pouvez changer d'opérateur téléphonique assez facilement. EDF, c'est plus compliqué parce qu'il y a un monopole. Mais on peut voyager moins cher, on peut aller dans une banque moins chère, on peut faire plein de choses. Orange a des prix extraordinaires. Mais du coup, c'est pas... Bravo. Non, bravo. Je ne crois pas que la réponse soit totalement satisfaisante pour tout le monde. Ce sentiment que tout va bien dans ma vie et qu'on m'oblige à changer, à passer à du low cost ou alors à dématérialiser, je ne suis pas sûre que tout le monde le perçoive totalement bien. Renaud est revenu, ce qui veut dire qu'il va falloir conclure. Je vous remercie tout d'abord, nos brillants intervenants, franchement. Voilà, j'espère que vous aurez eu plaisir à participer à cette plénière table ronde. Et je passe la parole à Renaud. Ça marche ? Oui. Moi, je remercie Sylvie pour l'animation de cette première table ronde. Merci Sylvie. La suite. Ceux qui sont inscrits à la visite du Shop Connecté de 14h45, c'est au 3e étage. Donc le truc du bâtiment, c'est que vous ne pouvez pas prendre les escaliers qui sont tout de suite à gauche pour monter au 3e. Donc vous allez à l'accueil et vous montez au 3e. Ceux qui sont inscrits à l'atelier IoT, c'est le premier bureau dans le couloir, juste ici, à gauche. Tu as raison. Pour ceux qui veulent aller suivre la table ronde animée par Caroline autour du Figital et de l'impact du Figital sur les émotions dans la relation client-vendeur, c'est au premier étage en 108. Là, vous pouvez prendre les escaliers qui sont tout de suite à gauche et monter un étage. Et ceux qui veulent suivre la table ronde animée par Benoît Méronin, vous restez assis, vous ne bougez pas. Les labs, juste un dernier truc, c'est les labs, on vous accueille au 2e étage et là c'est accessible par l'escalier qui est tout de suite là. Mickaël au milieu. Mickaël au milieu. 1, 2, 1, 2. Voilà, merci. Bien, donc ravi d'accueillir aujourd'hui 3 invités parmi nous. Je vous présenterai rapidement tout à l'heure. Je voulais juste d'abord leur poser, en fait, après les avoir présentés, une première question pour faire le lien avec la plénière que Sylvie animait, parce que je trouve que on a là aussi trois autres experts. C'est intéressant d'avoir leur point de vue finalement sur ce qui s'est dit là tout à l'heure pendant 1 heure. Et puis juste pour partager avec vous, c'est marrant parce que je ne sais pas si vous avez écouté France Inter ce matin, mais il y avait la fameuse nouvelle concernant Amazon et l'ouverture en France de 5 points de vente. Et le premier, je crois, va ouvrir à Rennes. Donc je ne sais pas si c'est inquiétant ou rassurant, mais en tout cas, effectivement, on voit bien qu'on est au cœur du sujet. Et Sylvie l'a un petit peu insisté aussi, mais je pense que c'est important qu'on ne résume pas le Figital au retail. Même si là aussi, dans cette table ronde, on va beaucoup parler de commerce, et notamment de commerce de proximité, mais aussi, je pense à cet exemple qui, moi, m'a marqué. Si on change complètement d'univers, dans le monde du logement social aujourd'hui, il y a des enjeux de transformation de métier qui ont d'ailleurs été très bien posés, je trouve, par Jean-Luc tout à l'heure, où le gardien d'immeuble se trouve aujourd'hui aussi à voir son métier complètement bousculé par l'arrivée de tablettes. Et la tablette, ça permet de faire des photos et donc de faciliter l'état des lieux. Ça permet aussi de gérer la relation, notamment quand il y a de l'insatisfaction, donc de pouvoir enregistrer immédiatement en lien avec l'habitant en fait, la réclamation. Bref, ça apporte quand même tout un tas de bénéfices, mais pour autant, ça transforme le métier.
Et donc voilà, juste cette vision, je pense, qui est importante du Figital pour pas simplement le circonscrire en fait à ce sujet-là. Je vais rapidement vous les présenter tous les trois. En dehors de Michael, qui a passé quelques années sur les bancs de cette grande école, je n'avais pas le plaisir de les connaître, donc je suis vraiment ravi d'avoir pu les rencontrer à cette occasion. Donc Michel Brual. Michel, tu es directrice de projet donc, au sein de la direction des relations institutionnelles, donc au sein de Solocal. Solocal, c'est une entreprise qui a une centaine d'années d'existence. Oui. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, qui est aujourd'hui le leader européen de la communication digitale de proximité, mais qui n'a pas oublié son cœur de métier historique en dépit évidemment d'un développement très fort sur le digital. Son métier historique, on le connaît tous, c'est évidemment la distribution d'imprimés. Aujourd'hui, le groupe figure quand même en France dans le top 10 des sites les plus visités donc, de France, avec des marques que vous connaissez tous, et notamment, j'en citerai deux, évidemment, Page Jaune et Mappy. Ce sont environ 4400 collaborateurs. Ouf. Avec une particularité, c'est qu'on est présent absolument partout sur le territoire, avec un contact direct avec des acteurs de l'économie traditionnelle, en direct. Quoi. En direct. Merci Michel. Alors Michel, il ne faudra pas se tromper, Michel et Michel. Hein. Michel Benot, Michel Le et Michel. Michel, donc tu es directeur au sein de CGI. CGI, alors on ne dit plus SS2I, vous le savez, on dit ESN, hein, entreprise de services numériques, donc d'origine canadienne. Moi je pensais qu'elle était française, mais non. Et Michel m'a expliqué qu'elle avait effectivement une vraie présence et proximité très très forte sur le territoire. Et puis une implication aussi, j'imagine, dans la vie de la communauté, comme on dit de l'autre côté, de l'Atlantique, qui fait qu'on a ce sentiment-là. Tu es rattaché au Centre d'excellence mondiale Supply Chain qui est basé à Lyon, dont tu nous parleras notamment, qui a été inauguré en septembre dernier. Et on était évidemment fortement impressionnés avec Michel, puisqu'on a entendu au moins 2 fois le mot supply chain tout à l'heure dans la bouche de nos intervenants. Et on sait bien qu'Amazon, mais comme les autres, réussissent parce qu'ils savent tenir une promesse qui est simple. Et cette promesse, elle n'est pas simple à tenir. C'est effectivement l'excellence opérationnelle, de délivrer le bon produit dans les délais promis. Tu interviens donc chez les clients sur leur programme de transformation supply chain, évidemment en particulier sur les aspects digitaux de ces programmes. CGI, c'est quand même à peu près 70 000 personnes aujourd'hui dans le monde. C'est une entreprise qui a une trentaine d'années d'existence. 71 000. 71 000 aujourd'hui. Avec une très forte croissance, puisque l'objectif de notre direction générale, c'est de doubler de taille en 5 ans. Ce qui est loin d'être évident quand on voit le nombre de personnes. Bon, on a beaucoup d'étudiants brillants à Grenoble École de Management, donc, et je suis aussi là d'ailleurs, voilà, pour la marque employeur, c'est important voilà, pour attirer nos diplômés. Michael, donc, tu es directeur associé chez InSign, et qui se définit, je le reprends tel quel parce que j'aime bien, je l'ai mis entre guillemets, comme une agence de communication digitale native, leader du business hacking. Et le métier, tu me l'as résumé comme ça tout à l'heure, tu dis en fait on est sur le sujet de la transformation digitale des métiers marketing et communication. Voilà. Alors, rapidement, donc juste une première question très simple, si juste une idée, un point qui vous a tous les trois particulièrement marqué dans l'heure que nous venons de passer ensemble au moment de la première table ronde. Michel, si tu veux commencer. Avec plaisir. Moi, je trouvais rassurant que la révolte des utilisateurs se manifeste. La techno, ça reste de la techno, les outils, ça reste des outils. Mais le facteur humain, il est indispensable, malgré ce qu'on peut vouloir nous faire croire. Et puis aussi les sujets sur la data, la protection de la data, sujet qui va nous occuper, nous, dans le groupe, énormément cette année, comme on peut l'imaginer. Et je trouvais que, en tout cas, le débat était intéressant. Mais j'aime bien ces réactions un peu vives sur le côté humain. Merci Michel. Donc nous appelons aussi des réactions très très vives de votre part. Michael, qu'est-ce que tu as envie de retenir ? Bonjour à tous. Moi, c'est par rapport aux 3P de Sylvie. Il y a une annonce qui n'a pas fait forcément beaucoup de bruit la semaine dernière. Il y a un fonds d'investissement qui s'appelle BlackRock. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un énorme géant. Plusieurs milliers de milliards d'actifs, et qui a fait un communiqué de presse la semaine dernière. Ils sont au capital de Walmart, d'Apple, enfin ils ont très grosses marques en portefeuille, et qui ont fait un communiqué de presse la semaine dernière incitant toutes les entreprises qu'ils avaient en portefeuille à d'abord se soucier de la valeur sociétale de leurs actions. Et je pense que c'est quand même loin d'être un signal faible quand c'est une entreprise comme celle-ci qui fait ce genre d'appel du pied à l'ensemble des entreprises qu'elles ont en portefeuille. Merci Michael. Michel. Alors moi, c'est l'évocation de la logistique, c'est-à-dire ça ouvre sur les opérations.
On ne peut pas réussir de transformation digitale si on n'aligne pas les opérations et on ne les met pas au service du client sur l'ensemble des points de contact du parcours client. C'est un constat qui est simple, mais qui est difficile à mettre en œuvre, qui transforme profondément l'activité des retailers, mais également des manufacturiers, puisque les leviers digitaux permettent aux manufacturiers de garder contact avec les clients, notamment à travers des applications mobiles, à travers des produits connectés. Merci à vous trois pour ce rapide retour. Le principe de cette rencontre, ça va être de partager deux expériences très concrètes pour Michel Le et pour Michael, et puis d'inviter donc Michel à réagir, et notamment à travers la présentation du centre d'excellence, mais surtout d'être vraiment dans une discussion avec eux, puis bien sûr avec vous, de façon à ce que chacun puisse à chaque fois réagir un petit peu sur l'expérience que nos deux premiers invités vont partager. Michel, tu as souhaité aujourd'hui évoquer donc une opération d'ampleur nationale qui est née dans la région bordelaise, qui s'appelle Connect un commerçant. On est au cœur, là, pour le coup, vraiment cette problématique du Figital. Est-ce que tu veux bien nous la décrire et puis nous dire un petit peu les enjeux et tout ce qui va se passer autour de ce sujet passionnant? Alors, c'est pas encore national, hein, c'est une expérimentation qui se fait sur la métropole bordelaise, mais qui a vocation à être déployée. Donc, c'est la raison pour laquelle je voulais la présenter. Il se trouve qu'il y a une ville de la périphérie de Bordeaux qui s'appelle Le Bouscat, qui est extrêmement impactée en ce moment par des travaux de tramway. Tous les commerçants qui sont sur cette ligne et donc sont impactés par les travaux, avec impossibilité pour les gens de se garer, même voire d'accéder à leur magasin, etc. Bref, levée de bouclier des commerçants à juste titre. Et les collectivités territoriales, à la fois Le Bouscat et Bordeaux, sont posés des questions. Donc ils ont dit, bon, certes, on va accompagner les commerçants pendant cette période difficile, mais est-ce que ce n'est pas le moment pour leur donner un petit avantage supplémentaire, c'est-à-dire en leur apportant un peu les outils du digital pour leur faire sauter 4-5 ans sur cette période pendant cette période de travaux. Donc ils ont sollicité à la fois la région, Bordeaux Métropole, une association qui s'appelle Digital Aquitaine, dont nous sommes membres. Et au sein de cette association, il y a un club du commerce connecté avec des gens qui s'intéressent à toutes les problématiques du commerce. Donc des acteurs privés, des acteurs institutionnels, la Caisse des dépôts et consignations. Sur les acteurs privés, on est nous à côté de La Poste et de Cdiscount. Donc 3 acteurs qui discutent beaucoup avec les commerçants avec des approches très différentes. Cdiscount, c'est la place de marché. La Poste, beaucoup de services à la personne, mais des velléités aussi sur les commerçants. Et nous, notre métier, c'est de faire de la communication digitale pour les commerçants. Donc l'idée a été de se dire, finalement, sur tous ces commerçants qui sont sur cette zone extrêmement impactée, où la démarche d'aller dans leur commerce physiquement va être un petit peu compliquée, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Donc on a demandé aux commerçants lesquels étaient volontaires. On en a réuni une vingtaine, avec des niveaux de maturité digitale très différents. Et on s'est dit, pendant 6 mois, on va les accompagner, on va les coacher pour essayer de voir quels étaient les outils, les technos qui pouvaient leur être utiles. Alors on parle aussi bien d'une... il se trouve que c'est celle que nous, on suit chez ce local, une dame qui a une librairie religieuse. Alors, pas du tout digital, même personnellement, mais quand même un esprit d'entrepreneur, parce qu'elle se dit, finalement, je suis sur une niche, et puis je pourrais développer, vendre des produits d'abbaye du coin, etc. Et à ce moment-là, évidemment, se pose la question du e-commerce. Et comme ça, en tirant le fil, en écoutant un petit peu ces commerçants, en écoutant ce qu'ils souhaitent faire et comment ils veulent avoir une relation avec leurs clients, on arrive à les accompagner vers un monde digital, tout en sachant que leur métier à eux, c'est d'être commerçants. Enfin, c'est pas d'être des acteurs de la digitalisation ou quoi que ce soit. Donc les 3 grands groupes, on a abondé un petit fonds, parce qu'on s'est dit finalement, il y a un des freins qui est le coût de ces solutions digitales. Donc on voulait que ces 20 commerçants puissent expérimenter librement, sans avoir à investir.
L'idée étant de se dire que ces 20 commerçants deviendraient les locomotives en fait de ce territoire, pourraient aider leurs collègues en disant bah écoute, regarde, moi j'ai fait comme ça, moi la page Facebook ça marche bien, Instagram c'est génial pour moi, ou éventuellement même des solutions de caisse connectée, des solutions beaucoup plus digitales en point de vente, et finalement d'entraîner un petit peu tout le monde et de faire de cette période un peu compliquée, un peu traumatique de travaux, une expérience positive. Alors, cette expérimentation, donc, elle est suivie aussi par la Caisse des dépôts qui va rédiger un livre blanc à l'issue des 6 mois. Et elle est tout à fait transposable ailleurs, n'importe où. Toute collectivité territoriale qui le souhaiterait pourrait le développer. Toute l'ingénierie d'organisation, tout a été fait et est mis à disposition gratuitement de tout ensemble ou tout écosystème qui le souhaiterait. Merci Michel. Michel, une rapide réaction, qu'est-ce que ça vous inspire, ce premier témoignage? Ouais, quand on reprend la thématique du jour, on se rend compte qu'il y a un sujet dont on va, je pense, tous plus ou moins parler, qui est celui de l'acculturation. Et que la meilleure façon d'acculturer, c'est pas de faire le think d'abord, puis le do, c'est de faire le think and do en même temps. Le penser et le faire doivent être faits de façon concomitante pour tous les gens qui doivent s'approprier aujourd'hui les enjeux plus globalement du digital, du figital, bien entendu. Chez les commerçants, c'est souvent plus facile de tester des choses, d'en apprendre rapidement, et là-dessus, ils ont déjà un peu l'état d'esprit que le digital nécessite. Mais pour moi, un des sujets fondamentaux, c'est de faire en sorte que les gens pensent et fassent en même temps. C'est la meilleure façon pour s'approprier de nouvelles cultures. Merci Michel. Un petit point de vue complémentaire, je mettrai l'accent sur l'expérimentation. L'innovation au sein des entreprises, de manière générale, doit reposer sur de l'expérimentation. On ne peut pas présager de la réussite d'une bonne idée. On peut avoir de très bonnes idées, des vraies bonnes idées, ou des fausses bonnes idées. Elles sont toutes bonnes à l'origine. Et ce qui va faire le tri, c'est l'expérimentation. Et je pense que l'exemple qui vous a été présenté est tout à fait emblématique de cette approche-là. Merci. Alors, deuxième témoignage, Michael, on a discuté, il a fallu arbitrer, on n'avait qu'1 heure de temps et on avait aussi envie de parler de très belles choses que vous faites en lien avec des clients ici, pas très loin dans les stations de sport d'hiver, mais finalement on a retenu Zanzicar. Moi je trouve que c'était intéressant parce que c'est vrai que le métier de la distribution automobile, de la concession, n'est pas toujours perçu comme un métier innovant. D'ailleurs, de même que les commerçants ne sont pas toujours perçus comme étant, voilà. Or, c'est loin d'être toujours le cas. Et en tout cas, cette belle réalisation-là, me semblait-il, inspirante, mais aussi dans la logique de service, mais effectivement de bons vieux retours vers ce bon vieux monde physique, parce qu'à un moment donné, il s'agit quand même d'une voiture. Michael, cette expérience, s'il te plaît. À travers l'étude de cas, moi je voudrais surtout illustrer 2 points. Le premier, c'est celui de la culture, parce que j'y crois fermement et que c'est un des premiers sujets. Et le deuxième, c'est celui de la gouvernance, et plus globalement celui de la gouvernance data. Parce que le figital, c'est aussi avant tout une question de data. Mais on va y revenir. Je vous donne juste quelques métriques pour vous expliquer le sujet rapidement. Aujourd'hui, chaque fois qu'il se vend un véhicule neuf en France, il se vend 5 voitures d'occasion. Pour vous donner déjà la taille de marché, la différence entre les 2 tailles de marché, qui est quand même énorme, et qu'aujourd'hui, 75% de ce marché de l'occasion échappe aux concessionnaires. Le leader absolu aujourd'hui, c'est le particulier à particulier et donc le Bon Coin. Donc les Français aiment les véhicules d'occasion, aiment l'occasion en elle-même. Par contre, le véritable sujet, c'est sur l'expérience de la vente de véhicules d'occasion, où il y a quasiment une vente sur 2 qui est frauduleuse, un vice caché, une carte grise et j'en passe. Je ne sais pas si certains d'entre vous dans la salle ont vécu ce genre d'expérience difficile. Et donc Alexandre Parot, président du groupe Parot, c'est un concessionnaire auto qui est basé historiquement, enfin le siège social est à Bordeaux, encore une fois, décidément, et qui est venu nous voir il y a à peu près 2 ans de ça, en nous disant, voilà, moi j'ai vu des modèles éco qui sont quand même super cool aux États-Unis, qui n'existent pas encore chez nous, comment on peut s'y prendre. Et on a commencé à réfléchir, on s'est dit, on a pensé Océan Bleu pour le coup là-dessus, et on s'est dit comment on va faire pour se créer un nouvel univers de marché aujourd'hui. On s'est dit, sur le Bon Coin, on a un véhicule sec, on a un véhicule dont on n'est pas forcément sûr aujourd'hui de la qualité, et on a en face de nous un vendeur dont on ne sait pas forcément s'il est très honnête. La première chose qu'on a faite, et qui est finalement plus généralement une tendance lourde aujourd'hui, qui est de faire passer de l'économie de la propriété à celle de l'usage,
C'est-à-dire qu'en fait, on n'achète plus un véhicule sur Zanzicar. Je vous incite à aller voir. Cliquez pas sur le lien sponsor, s'il vous plaît, juste en dessous sur le résultat naturel. Merci. C'est l'idée de se dire qu'en fait, on va non pas acheter une voiture 15 000 €, mais on va l'acheter 150 € par mois, avec les services, les garanties et le support nécessaire. La première chose était de rendre le prix non pertinent et d'arriver sur une autre proposition de valeur. Donc tous les véhicules d'occasion sur Zanzicar sont proposés en LOA, en location avec option d'achat. Ça fait qu'on n'est plus propriétaire de son véhicule d'occasion, on est locataire de son véhicule d'occasion, ce qui fait déjà une différence énorme. Deuxième chose, photo 360, intérieur, extérieur, qui met en avant les avantages du véhicule, mais aussi ses accros. On a voulu jouer la transparence jusqu'au bout, et s'il y a une petite estafilade de 5 cm sur une aile, vous la verrez sur le site. Ça fait partie des choses qui étaient super importantes aussi pour définir une proposition de valeur qui soit radicalement différente. On aurait pu s'attendre à ce que le président aille chercher des copains de la partie dans tout ce dont il avait besoin. Et c'est là que je vais aborder d'abord le sujet de la culture. Pour gérer son call center et son service client, il est allé chercher le directeur d'un customer service d'un hôtel de luxe. Il n'est pas du tout allé chercher quelqu'un dans une concession, fut-il très très bon dans la relation client. Le product owner, donc on a développé tout le site en agile, le product owner côté client, c'est-à-dire le chef de projet fonctionnel, on va dire ça comme ça pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'agile, il l'a pris chez Cdiscount. Et ainsi de suite. Et donc il est parti du principe que pour lui, la culture, le savoir-être était finalement plus important que les hard skills en elles-mêmes. Et je partage moi ce point de vue aujourd'hui quand il s'agit de Figital et plus généralement de transformation digitale dans les entreprises. La culture et le savoir-être est souvent plus symptomatique d'une culture que des compétences dures. Les Britanniques, en le sens de la formule, disent hire on attitude, train on skills, mais c'est véritablement de ça dont on parle, qu'il est souvent beaucoup plus important de penser d'abord au savoir-être et ensuite d'en déduire ça. Je vais prendre un dernier exemple pour vous donner une idée. Qui peut me dire ce que fait un coffre de 380 litres? Peut-être ces messieurs un peu. Quand tu les repères, est-ce qu'on met une poussette dedans? Voilà ce qu'on met cadavre, combien on le plie, je sais pas. Enfin, on me dit 2 grandes valises, une petite, un sac de golf, une poussette canne, je vois tout de suite beaucoup mieux de quoi on parle. Et ça, finalement, quand on reparle de Figital, c'est avant tout du bon sens dont il est question. C'est pas une question de physique, c'est pas une question de digital, c'est une question que si je mets l'utilisateur au centre de ma démarche, je vais bien comprendre pour le coup que c'est de ça dont il s'agit. On peut avoir 20 services dans une entreprise, il reste de toute façon qu'un seul client. Il reste un seul et unique client qui est en face de nous. Et c'est peut-être ça que le digital a amené ces dernières années. C'est de se dire en définitive que le client, il vit une collection d'expériences. La neuroscience a montré récemment qu'une marque, c'est pas un logo, c'est pas une charte, c'est pas 3 couleurs, c'est pas etc. C'est une collection d'expériences vécues à différents touchpoints dont vous parliez tout à l'heure, à différents points de contact. Et c'est véritablement de ça dont il s'agit. Et donc, pour en venir à un autre sujet, que ce soit le e-marketer qui va aller chercher des gens sur Facebook, sur les emailing, sponsors, sur Google, etc. Que ce soit le call center, que ce soit le logisticien, que ce soit Noroto qui est partenaire pour que les gens récupèrent leur véhicule en point retrait, tout le monde a accès à Service Cloud et à Marketing Cloud, donc petit provider de CRM que vous connaissez peut-être qui s'appelle Salesforce. Et tout le monde a accès à une data centralisée et partagée par tous. Et ça, c'est aussi... Je parlais du passage de la culture de la propriété à la culture de partage, c'est exactement de ça dont il s'agit. Chacun avait son petit bout de data, il le considérait comme son précieux, comme on dit dans le film. C'est fini, il ne faut plus penser comme ça aujourd'hui. Qu'il s'agisse au sein des entreprises, au sein de plusieurs entreprises qui veulent partager de la data d'un seul et même consommateur dans son univers d'usage. Je prends souvent l'exemple dans la second party data, de se dire si demain j'ai le groupe Seb qui s'associe avec Boulanger et qui s'associe avec Marmiton, 750 grammes ou qui sais-je, et que l'ensemble est capable de penser à une data consolidée autour de parcours et autour d'un usage, tout le monde doit y gagner. Tout le monde doit y gagner à la fin. C'est aussi ça qui est super intéressant. Faire en sorte que cette gouvernance data soit beaucoup mieux partagée et qu'on a encore du mal, en France à tout le moins, à faire en sorte que cette culture ne soit plus propriétaire, mais soit plus dans le partage. Je voudrais juste faire une remarque. Parce que justement, nous, on est une boîte donc, qui a 100 ans et c'est vrai que jusqu'à il y a 5 ans, on a toujours considéré la data comme notre trésor caché. On s'asseyait dessus, il fallait surtout pas
que d'autres puissent l'utiliser. Il y a eu un véritable changement de mentalité, et cette ouverture de la data, elle est gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes. Et on le constate nous tous les jours, et on n'a pas particulièrement notre modèle économique n'est pas à risque à cause de ça, en tout cas. Merci Michel. Je vais réagir sur justement le parcours, ce parcours client et le partage de la donnée. Ça illustre, l'exemple qui a été donné illustre bien l'impérieuse nécessité de pouvoir gérer un écosystème comme un tout cohérent qui va répondre à une demande du client. On ne peut plus travailler avec des entreprises qui sont cloisonnées. Elles doivent travailler collectivement, et pour cela, elles doivent disposer de solutions qui permettent de prendre des décisions basées sur une information qui est partagée. Ça, c'est le premier, je dirais, c'est la première extension d'un continuum digital. Les deux autres axes d'extension sont l'individu, avec disons des innovations qui sont déjà très largement répandues au niveau de la mobilité, des réseaux sociaux. Donc on va vers le client. On va également en interne de l'entreprise vers l'employé, avec des notions de digital employé, la possibilité de disposer d'une tablette pour pouvoir accéder à l'information et réagir de manière la plus pertinente possible. Et enfin, il y a une troisième dimension qui est la connexion avec les équipements et les produits. Le produit peut générer de la donnée, peut être connecté, et cette donnée peut être exploitée pour améliorer le service du client. Voilà, donc c'est juste pour illustrer l'importance de la donnée et l'impérieuse nécessité de gérer cette donnée comme étant un asset de l'entreprise et surtout de l'écosystème de cette entreprise, donc l'entreprise et ses partenaires. Merci. Et en t'écoutant, Michael, c'est vrai que sur la dimension RH, je ne sais pas si certains parmi vous ont découvert dans la région de Londres en fait, les points de vente de Virgin Money, qui est au départ donc une banque purement digitale. Et ce qui est intéressant, je suis allé à la rencontre du manager d'un de ces points de vente, et il y a une vingtaine de personnes. Et je lui dis, tiens, c'est quoi les profils de votre équipe? Et là, il me regarde en souriant et il me dit, en fait, je suis le seul banquier. Les 19 autres viennent de tous les autres métiers sauf de la banque. Notamment de l'hôtellerie, parce qu'effectivement, on les voyait passer, alors il faut imaginer un peu le truc en France, hein, avec un plateau et puis des verres pour aller servir les clients qui viennent pour faire tout sauf consommer de la banque en fait, dans ces points de vente-là, puisque c'est des points de vente relationnels. Et donc, nous expliquer que ce que tu as très bien résumé par cette formule, effectivement, la banque, ça s'apprend, où on a des experts par visioconférence, il y a des petites salles où les clients peuvent aller se connecter et parler effectivement à un expert sur tel ou tel produit assurantiel ou bancaire, mais qu'effectivement là, on est là pour faire de la relation et qui ne veut surtout pas dire. Enfin bref. Et je pense qu'on a là un sujet qui est assez troublant. Michel, troisième témoignage, mais on voulait le faire, tu voulais le faire plutôt sous la forme d'abord de nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce centre d'excellence autour de la supply chain, et notamment parce que finalement accompagner la transfo digitale, ça nécessite quand même d'avoir un vrai lieu physique où on peut recevoir des clients, des partenaires, etc. Qu'est-ce que c'est que ce centre d'excellence qui est ouvert il y a quelques mois? Alors, premièrement, pourquoi un centre d'excellence? C'est pour répondre aux besoins de nos clients, qui sont des grands comptes, principalement des grands comptes, et qui ont besoin de se transformer. Et qui dit transformation aujourd'hui, dit transformation digitale. Par rapport à la typologie du marché lyonnais, on s'est plutôt orienté sur des clients qui sont des clients manufacturiers et un petit peu des clients de retail, avec un constat qui est que les manufacturiers et les retailers ont une certaine convergence. C'est-à-dire un manufacturier aujourd'hui ne peut plus se cacher derrière son réseau de retail. Il va devoir développer des offres de location. Qui dit location dit capacité à amener, à gérer en fait la livraison du matériel, du produit, capacité de gérer ce qu'on appelle le reverse flow ou la reverse logistique, c'est-à-dire la récupération du produit. Et donc on a souhaité mettre tout ça en musique et l'illustrer à travers un cas qui ne pouvait pas être le cas d'un client pour des raisons de confidentialité, puisqu'on souhaitait aller très profondément dans le détail. Et donc on a inventé une société qui est virtuelle, qui s'appelle Canadian Grill Company, et qui a des problématiques de transformation qui sont tout à fait représentatifs des problématiques de nos clients. Donc on a pris tous nos clients, on a regardé leurs difficultés, leurs problématiques, on a agrégé tout ça et on a fait
patchwork avec une belle continuité tout de même, pour créer un vrai cas qui va parler à nos clients. Et donc cette société, on l'a imaginée, on a imaginé sa transformation, on a appliqué nos propres outils de cadrage de la transformation, donc de schéma directeur. On a appliqué les conclusions auxquelles on arrivait pour illustrer en fait quelques applications, réaliser quelques applications informatiques venant illustrer cette transformation digitale et venant en support du nouveau business model qu'on avait imaginé. Donc, pour vous le faire très rapidement, cette société fabriquait des barbecues depuis l'après-guerre, des barbecues au gaz, a lancé un barbecue connecté de telle manière à recréer du contact avec les clients et a dû réorganiser sa production, son modèle de distribution et travaille aujourd'hui au lancement d'une offre de leasing, ce qui l'amène en fait à profondément réorganiser ses magasins et son transport. Voilà, donc à la fois c'est un lieu physique qui nous permet d'accueillir nos clients, c'est un lieu physique qui nous permet de capitaliser de l'expérience et de faire monter aussi, d'embarquer de nouveaux arrivants au sein de l'entreprise. Et c'est un showroom qui permet d'illustrer de manière très concrète cette transformation. Il y a un mot d'ordre, si je dois résumer la valeur ajoutée de ce centre d'excellence, c'est le fameux continuum digital que j'ai introduit précédemment. Et alors c'était pas en toute modestie, quand on a reçu les analystes, on leur a demandé quel était l'élément différenciant. C'est ce qui est sorti de manière extrêmement unanime de ces témoignages. Le continuum digital, on a la possibilité de gérer de manière continue la demande et la réponse à la demande, et donc d'accélérer la réponse de l'entreprise à une demande client. C'est ce qu'on appelle l'agilité, tout bêtement. Merci Michel. Et puis je voulais partager, on l'a évoqué tout à l'heure pendant le déjeuner, cette définition que vous avez donnée chez CGI de la supply chain. C'est l'ensemble des opérations de l'entreprise soutenant l'expérience utilisateur. Et moi, je la trouvais chouette et je m'y retrouve bien, en tout cas personnellement. Bien, histoire quand même de vous associer un petit peu plus, on a 3 spécialistes de la transformation digitale, vous l'avez compris, chacun dans des registres différents et complémentaires. Donc, par rapport aux 2 témoignages et puis aussi au centre d'excellence de CGI, est-ce que vous avez des questions, des réactions, des commentaires à partager avec nos invités et puis avec les autres participants ? Il y en a toujours un qui doit se lancer. Ta-ta-ta. Qui sera-t-il ? Sera-t-elle ? Pas de questions, tout vous paraît clair sur les présentations, toujours un peu rapides, en 1 heure de temps, sur les expériences qui ont été partagées, les convictions autour de CGI. Est-ce qu'il y a un point que vous aimeriez qu'on développe un petit peu ? On a parlé de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur et que peut-être on a un petit peu survolé là, dans les 10-15 minutes qui restent et qu'on pourrait creuser un petit peu avec les participants ? Oui, Olivier. Alors, merci. Potentiellement les 2 sur Zanzicar. Alors, on a fait en sorte que l'ensemble de l'expérience puisse être faite en digital. La découverte du modèle, son choix, la création d'un devis, la récupération des pièces administratives, la validation du prêt, parce qu'on a un partenaire financeur, du coup on ne peut pas être... C'est d'ailleurs, je fais juste une parenthèse là-dessus, il y a un site qui s'appelle Carvana aux US, Nirvana de la voiture, qui a une proposition de valeur assez géniale, mais dont le modèle économique en fait n'est pas la marge de négoce, c'est-à-dire acheter une voiture pas trop chère et la revendre un peu plus cher, mais qui est en fait le produit financier. C'est-à-dire que l'année dernière, sur le demi-milliard qu'a fait Carvana, ils en ont financé eux-mêmes 65%. Donc ils font une expérience qui est juste la plus cool de la Terre, c'est-à-dire soit on vous livre votre voiture chez vous, soit on vous propose un aller simple jusqu'au point de retrait Carvana le plus proche de chez vous, en business. Vous file une pièce énorme comme ça, vous la mettez dans une sorte de gros distributeur de bonbons, vous tournez un volant et la voiture descend d'une tour comme ça, à base de selfies derrière, etc. Enfin, génial, quoi. Mais en fait, on se rend compte que le seul truc véritablement important pour Carvana,
c'est finalement d'être un financier déguisé en vendeur cool de voitures. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne peut pas faire en France. Si demain vous voulez financer 100 millions, il faut que vous ayez 100 millions qui dorment en banque. Donc c'est obligé d'intermédier via des banquiers sur la France, qui fait forcément évoluer un peu le modèle économique. Mais pour revenir sur votre question, c'est l'implication à l'achat qui fait qu'en fait on est obligé d'avoir un call center super au point, parce qu'on parle quand même d'un achat entre 10 et 25 000 euros. Qu'on veut être sûr qu'il y a telle ou telle chose, que telle option, c'est bien celle-là. Les gens entre la clim et l'air conditionné, figurez-vous qu'il y en a plein qui ne savent pas que c'est la même chose, etc., etc. Et que sur un achat comme celui-ci, on se rend compte que oui, on peut faire tout sur le site, mais que le site a aussi une vocation à être un peu une usine à lead, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire d'être en capacité de générer des contacts commerciaux qui sont retraités ensuite par le call center. Et ensuite, en termes de livraison, s'assurer de la date et de l'heure, que Noroto va bien la prendre en charge, que les vendeurs sont dûment formés au discours. C'est une chose qui est super importante. Ce qui nous amène, nous, à un truc qu'on a... J'aime pas, on peut pas dire propriétaire après tout ce que je viens de raconter. On a un truc qu'on appelle les balises d'expérience chez nous au sein de l'agence. Et c'est de se dire comment je balise justement en fonction d'un parcours avec des moments clés, des moments d'expérience qui sont une fois sur le digital, une fois sur le physique, une fois par téléphone, etc. pour faire en sorte d'avoir ce continuum d'expérience de marque tout au long d'un parcours utilisateur. Certains le font full online, ils ne sont pas très nombreux, mais ça nous arrive. Mais l'immense majorité des gens qui nous ont rejoints dans l'aventure Zanzicar aujourd'hui sont passés effectivement par le call center, et l'expérience full online sur un achat aussi impliquant reste quand même encore aujourd'hui circonscrit à quelques utilisateurs. Merci Mickaël. Et pendant que tu as le micro, parce que je pense que ça intéressera notre assureur là-haut, quand je me suis baladé sur le site internet, et tu as parlé tout à l'heure effectivement de réassurance et de sécurisation, tu disais presque une transaction sur deux quand même fait l'objet de fraude. Il y a derrière le modèle Zanzicar des garanties qui sont extrêmement fortes, en termes de, bien sûr, de garantie associée au véhicule, mais aussi de retour à l'envoyeur si on est déçu dans un délai. Tu peux en dire un mot ? Bien sûr. Le premier frein aujourd'hui à l'achat d'un véhicule online, c'est le fait de n'avoir jamais vu le véhicule. Les gens ont 14 jours ou 1000 km satisfaits ou remboursés. C'est une des premières choses qu'on a mis en avant, parce qu'au-delà d'avoir le maximum de transparence à proposer avec les vidéos 360 intérieur, extérieur, les atouts, les défauts, les petits accros dont je vais parler tout à l'heure, on savait que ça resterait un frein à l'usage, et donc on a aussi fait en sorte de garantir ces 14 jours et 1000 km pour l'essai. On est accompagné par un gros garantisseur européen aujourd'hui, qui est aussi super important pour nos clients, et qui est d'ailleurs souvent sous-valorisé, qui ne se rendent pas compte en fait qu'ils ont un certain nombre de garanties complémentaires qui sont déjà prévues et embarquées dans l'offre à laquelle ils souscrivent, et qui pensent qu'en fait c'est l'affaire de leur assureur, alors que finalement notre garantisseur peut faire le job sur un certain nombre de sujets. Merci Mickaël. Michel, donc tu évoquais rapidement le centre d'excellence. Est-ce que l'un ou l'autre, vous avez envie de réagir ? Je suis sûr que vous en avez un petit peu. Pardon, il y avait une question ? Monsieur, je vous en prie. Vous voulez parler à voix haute ou vous voulez le micro ? Allez, le micro. Disons que j'ai la voix qui porte pas trop. Alors, on parle beaucoup de commerce connecté. Moi, je suis un homme de retail fondamentalement. Et je trouve que c'est assez décevant ce qui se passe actuellement dans le retail, c'est-à-dire que souvent on a une borne avec un site web et puis c'est à peu près tout ce qui se passe, ça ne présente aucun intérêt. De votre point de vue, quel est l'enjeu ? C'est pas ce que j'ai fait moi dans mes magasins, mais quel est de votre point de vue l'enjeu du retail justement pour devenir vraiment Figital ? Je vais essayer de répondre. Oui, je pense qu'en effet, le côté gadget, on s'en fout. Le côté ultra connecté dans le magasin, ça va plaire à une frange de la population, mais pas à tout le monde. Je crois qu'il faut que c'est simple, hein, c'est du bon sens une fois de plus. Les outils, ça reste des outils. La techno, ça reste de la techno. Par contre, quand je vois un tailleur, c'est à Paris, mais un tailleur qui a une cabine, qui fait des costumes sur mesure, hein. Donc qui a une cabine, on rentre dedans et en 10 secondes, toutes les mesures sont prêtes, sont prises, et on est sûr que les mesures sont les bonnes. Ça, je trouve ça malin. Après, la cabine qui va me déguiser ou qui va créer une persona, ça reste plus
du gadget ou un peu de la poudre aux yeux, quoi. Je pense qu'il y a des choses qui sont extrêmement utiles. Je pense par exemple pour les commerces qui ont des très petites surfaces de stock. Il y a une librairie à Paris aussi, la Presse universitaire de France. En fait, ils ont un seul exemplaire de chaque livre. Mais si vous arrivez, vous dites je veux ce livre-là, ils vous l'impriment en 10 minutes. Donc ça, je trouve que c'est un outil technologique intelligent. Pour le commerçant, ça lui réduit sa surface de stock, ça lui évite d'avoir des stocks invendus. Et l'expérience client, elle est plutôt sympa. Ça veut dire que je peux aussi aller avec ma clé USB, avec mes romans que j'écris la nuit, et me les faire imprimer. Donc je trouve que ça rajoute quelque chose. On en revient à la valeur d'usage. On en revient à la valeur d'usage et le nombre de personnes qui ont voulu intégrer une techno chez eux parce que c'était cool, sans avoir avant tout pensé à la valeur d'usage, c'est le vrai sujet. On a bossé longtemps pour DLC, qui est le concurrent de Samsonite, vous connaissez peut-être, et on leur avait proposé d'intégrer des bornes connectées au sein du BHV, au sein des galeries Lafayette, etc. C'est du mètre carré gratuit quand tu le prends, tu prends 5-6 références, le reste est là, tu peux l'avoir dans la journée, tu peux l'avoir le lendemain, livré chez toi, sauf que les modèles de REM et de rétribution entre les distributeurs et la marque n'étant pas anticipés en amont, des distributeurs nous disent non, on ne veut pas avoir la borne parce que ça va nous rater une vente, peut-être on va lui fourguer la violette alors qu'il voulait la rouge qui était sur le site. Moi je pense aussi à un truc qui est le coup d'après, qui est le marketing conversationnel, un enjeu énorme aujourd'hui. Et pour Zanzicar, OK Google, OK Google, arrête Kids United, je t'en supplie. 2, achète-moi trouve-moi mon nouveau véhicule d'occasion. Il y a des sujets derrière dans le continuum d'expérience jusqu'au in-store, parce que ça continuera à générer des leads pour les magasins aussi. Il y a un enjeu aussi dans le continuum d'expérience à intégrer et à penser dès aujourd'hui ce qu'on va faire du marketing conversationnel au sein des stratégies digitales. Il y a un élément qui est également extrêmement important, l'expérience client, on la résume souvent à travers l'expérience du produit lui-même, de l'utilisation et de l'usage du produit. Le service, qui va être un service de support à minima, mais pas forcément que. Le leasing en est un exemple. Et également le conseil et la donnée qui est partagée au niveau d'une communauté. Cette donnée, elle commence à exister. En fait, elle est là en support de l'expérience utilisateur. Elle commence à exister dans le magasin. Elle va continuer à exister et c'est un élément qui est extrêmement important pour garder le contact avec le client, le fidéliser, voire le valoriser à un tel point qu'il va devenir ambassadeur de la marque. Voilà. Donc c'est cette continuité d'expérience qui est importante et qui va s'appuyer sur ces 3 éléments. Juste alors pour donner un petit exemple qui est assez emblématique, qui est peut-être un peu prospectif, j'aime bien utiliser l'illustration de l'impression 3D qui casse beaucoup de modèles et qui permet de repousser la personnalisation. On a dans les entreprises retarder la personnalisation. Pourquoi ? Parce que ça permet de mutualiser en fait des productions et puis on va rajouter sur une bouteille de bière une étiquette qui va être spécifique à telle bière, IPA, lager, etc. Un capuchon, enfin plutôt une capsule qui va être spécialisée aussi et donc on va avoir un produit spécialisé. Cette différenciation retardée, elle a été mise en œuvre dans les usines, puis dans les entrepôts. Et enfin, l'impression 3D permet de l'avoir chez soi. Tapez sur vos smartphones, vos tablettes, abat-jour Ikea 3D, et vous allez voir un exemple qui est emblématique de ce modèle. Donc la donnée et les technologies attenantes vont permettre d'aller jusqu'à une dématérialisation en fait, des opérations. Le modèle est très simple, hein. Vous imprimez votre abat-jour. Moralité, Ikea vend un produit qui est très banalisé. On revient au modèle du Fordisme, c'est assez paradoxal, au niveau de la production. Mais ce modèle a une valeur qui va être de pouvoir accueillir des produits qui peuvent être fabriqués à la demande, complètement personnalisés, c'est l'abat-jour, en fonction d'une configuration qui va être définie et qui va être unique. Donc on fabrique des pièces uniques de manière hautement standardisée. Est-ce qu'on a répondu à votre interrogation ? À peu près. Ouais.
vous allez, alors déjà, vous avez parlé de technologie. Là, je vais m'appuyer sur des innovations qui ont été mises en œuvre par un autre centre d'excellence qui est à Lille, qui est le centre d'excellence retail, qui se focalise justement sur le point de vente. Donc vous avez l'interaction avec la mobilité, enfin l'application mobile et une localisation au sein du magasin, ce qui va vous permettre d'avoir des données d'analyse statistique sur les points chauds et une possibilité d'optimiser votre magasin. Donc on n'est pas dans la relation client, on est vraiment dans une optimisation du parcours client. Vous avez des technologies également de réalité augmentée. Donc vous avez la possibilité de voir sur un paquet de pâtes quels sont les conseils d'utilisation et surtout les conseils de non-utilisation. C'est-à-dire si vous avez des allergies, donc on facilite en fait par ce biais-là, par le biais de technologies de cette nature, la compréhension, on facilite l'accès à l'information. Et je pense si on veut vraiment aider le client à travers un parcours quel qu'il soit dans un point de vente ou sur un site de e-commerce, c'est lui apporter les informations dont il a besoin au bon moment. Le magasin de Seattle, le magasin Amazon de Seattle, il y a quelques mois, permet en fait de sortir sans scanner, sans avoir fait la queue, parce que tous les produits disposent d'une puce et il suffit que je passe dans un portique et je sais très exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Pour peu que j'ai Apple Pay et que je l'ai connecté directement à mon Amazon, j'ai plus besoin de faire la queue. C'est dans la réduction des irritants de la vraie vie aussi que le digital peut aider. On dit que la data et d'une façon générale l'expérience sert à deux choses. C'est faciliter et deux, améliorer la valeur perçue. Parfois, la frontière entre les deux n'est pas toujours très évidente. Mais même in-store, le digital et les apports que le digital peut amener au réseau physique est aussi beaucoup dans la réduction des irritants. Demain, ne plus faire la queue, typiquement, peut être quand même super intéressant à certaines heures d'affluence, entre autres choses. L'aide au choix. Hein. Mais dans votre question, et j'essaie de le pointer un peu en ouverture en parlant de mon gardien d'immeuble, mais et on terminera là-dessus parce qu'il nous reste quelques minutes, mais c'est quand même aussi l'impact sur les métiers de ceux qui sont dans les points de vente et de comment effectivement le digital transforme en fait ce métier-là. Moi, je suis quand même assez perturbé dans une école de management de voir le cas d'un grand distributeur que je ne citerai pas, accompagné par une grande entreprise qui accompagne la transformation digitale et où ça n'a pas marché parce que la greffe n'a pas prise avec les commerçants présents dans le point de vente qui évidemment ont vécu et perçu en fait les bornes, en l'occurrence c'était des bornes automatiques. La culture. Hein. Voilà, comme étant un moyen concurrent et pas comme étant un moyen complémentaire qui vient enrichir en fait leur métier. Et cette variable, vous voyez, profondément managériale pour moi de comment ça bouscule en fait les codes d'un métier qui est celui du commerçant. Et de comment on réinvente quelque part le métier de commerçant. Juste rapidement, Michel, tu as envie de... Oui, je voulais justement, je trouve votre remarque très intéressante. Et nous, justement, comme on discute avec des commerçants tout le temps, on s'aperçoit, eux, ils disent, bon, moi, je suis boulanger et tout, je resterai boulanger. Okay, nous, l'idée qu'on a eue, c'était de prendre des étudiants d'une filière professionnelle, plutôt des apprentis, etc., de les mixer avec des étudiants type Epitech, etc., de les faire réfléchir pendant un hackathon, pendant 2 jours, sur des services qui pouvaient être utiles à leur métier. Nous, on prend jamais c'est pas des services développés pour nous, c'est vraiment une action sociétale. Et en fait, on s'aperçoit que ces jeunes apprentis très digito-natifs ou ces jeunes étudiants, puisqu'on a fait sur l'agriculture avec AgroCampus, c'est des moteurs pour aider à l'acculturation, à la pédagogie, et je pense qu'il faut impliquer. Et je trouve ça très intéressant dans certains restaurants, etc., quand on me dit « Ah, mais c'est la serveuse en fait, qui s'occupe de notre stratégie digitale. » Parce que la patronne, elle dit « Bah, moi, j'y connais rien. » Et elle y connaît quelque chose. Donc, et cette jeune fille se présente chef de rang et stratégiste digital. Ça la valorise, alors que franchement, son métier...
la plupart du temps, c'est d'être sérieuse. Mais elle consacre quand même une demi-heure aux réseaux sociaux tous les jours. Et voilà, je trouve qu'il y a un côté... mais il y a de l'humain là-dedans, à nouveau. Très rapidement, il nous reste 2 minutes. Michel, le point de vue sur cette dernière question, comment on accompagne la transformation des métiers, le vendeur en point de vente qui devient digital. Il y avait une punchline qui tournait il y a quelques temps sur LinkedIn ou ailleurs qui disait il n'y a pas de stratégie digitale, il n'y a que du digital dans une stratégie globale d'entreprise en fait. Et elle est très juste, mais ça veut dire aussi que c'est l'affaire des patrons. Parce que le nombre de fois où j'ai entendu moi, ouais, c'est le stagiaire qui fait le CM dans l'agence, enfin qui fait le community manager, dans l'entreprise. Non, c'est juste pas possible quoi. On perd tout le suivi, tout le learning. Et justement, s'il s'agit pour certains de nos clients aujourd'hui d'un des premiers canaux de relation client, enfin Best Buy aux US, c'est sur Twitter que dès qu'il y en a un qui a un temps mort et qu'il n'y a pas de client dans le bouclard, prend Twitter et regarde les réclamations clients et essaie de voir comment ils les débrouillent quoi. Donc ils ont fait de Twitter un canal de SAV prioritaire, majoritaire sur l'ensemble du réseau. On en revient encore au bon sens. Il y a un exemple extraordinaire d'un boulanger à Manhattan qui a 40 000 followers, je crois. Et pourquoi ? Parce que chaque fois qu'il fait une nouvelle fournée de pain chaud, il la met sur Twitter. Quoi. Il dit vous voulez du pain chaud ? Et dans la demi-heure, il a 50 personnes devant chez lui. Michel, est-ce que bientôt il aura le parfum, l'odeur du pain chaud ? C'est aussi simple que ça. Enfin, c'est aussi le digital, c'est aussi la revanche de l'ultra local sur les grands bouclards. Quoi. C'est ça aussi. Mais il faut savoir quelle valeur d'usage je peux mettre au digital dans mon métier, dans mon offre, dans les suppléments d'âme que je peux proposer. Michel, pour conclure. Moi, je vais juste insister sur la place de l'homme en fait dans cette transformation et la nécessité d'accompagner le changement. C'est-à-dire les freins qu'on a évoqués tout à l'heure peuvent être traités et bien souvent c'est de l'incompréhension, tout bêtement. C'est-à-dire s'intéresser aux gens, s'intéresser à l'impact de la transformation dans leur vie de tous les jours. Déjà, c'est un premier pas qui emporte une grande partie des réticences. Leur apporter les réponses, donc les former de telle manière à pouvoir profiter de cette transformation et puis s'inscrire dans cette transformation, c'est le deuxième levier. Donc ce sont des sujets qui sont, on sait les traiter, bien souvent on les oublie, c'est très malheureux, mais on sait les traiter, on sait les traiter bien souvent avec des réponses qui sont relativement peu onéreuses par rapport à l'ampleur de la transformation de l'entreprise. Merci vraiment Michel pour ce mot de conclusion et je trouve que ça nous renvoie aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure la manière dont François Noël avait ouvert en fait les échanges. Il a parlé de ses enfants, je pense qu'il faut effectivement qu'on regarde un peu plus ceux qui nous sont très proches et qui nous indiquent un petit peu les comportements et les attentes des clients d'aujourd'hui. Je voudrais qu'on les remercie beaucoup, vous remercie aussi pour votre participation. Et donc je rends l'antenne, comme on dit à la radio, avec 3 minutes de retard, mais voilà, les confrères m'en voudront pas. Mais je crois qu'on vous invite tous à aller, je parle sous le contrôle de Jean-Philippe, c'est 2e étage, c'est ça ? 2e étage pour les là, pour ceux que ça intéresse et pour tous les autres. Ils sont encore là, donc profitez-en. Merci.